se faire à la foule. D'abord, je tiens à vous remercier tous, que vous soyez venus des fois un peu de loin d'ailleurs. Il y en a qui viennent de très très loin. Il faut vous remercier quand même les gens qui nous ont prêté la salle, c'est la maison du syndicat. Les gens qui nous ont prêté les vidéos pro, c'est Christophe Etier et l'achat. C'est notre chef, c'est pas Christophe Etier. Ouais, enfin, président de l'achat. Et puis les gens qui ont un peu participé à l'organisation de la soirée, c'est-à-dire Laurent, Alain, Mélanie, et puis Yannick Lorraine, qui sera modérateur tout à l'heure. Donc qui va essayer de mener à bien ce débat. Alors, je ne sais pas si vous avez tous compris pourquoi on est là ce soir. C'est vrai qu'on a fait grève le 21 mai, puis maintenant on va sans doute devoir faire grève assez rapidement, sauf qu'on ne sait pas trop sur quel pied lancer. Et puis, il faut savoir qu'à l'heure où les infirmiers des urgences essayent de faire des formations spécifiques sans vouloir faire l'école d'IEL, à l'heure où on parle beaucoup des infirmiers de pratique avancée, mais qu'on ne sait pas trop ce qu'on met derrière, et puis surtout à l'heure actuelle, on ne peut pas les reconnaître comme infirmiers de pratique avancée. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent et on aimerait bien savoir où est-ce qu'on va. En 2010, la commune française avait terminé un de ses papiers par une phrase très célèbre qui avait dit « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Je crois que cette maxime elle est largement dépassée à l'heure actuelle, c'est plutôt est-ce qu'on va évoluer ou est-ce qu'on va disparaître. Donc je pense qu'il va vraiment falloir ce soir discuter du fond, on a des vrais problèmes, et puis comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. Donc il y a 4 personnes qui vont intervenir au cours de la soirée. Donc la première c'est Jeanne Antibes, que vous connaissez tous. Alors Jeanne elle va peut-être un peu vous naviguer dans le lieu. Jeanne c'est le cadre de format responsable pédagogique. Et aussi trésorière du CIGAT, donc les comités d'entente des écoles d'infirmières. Et puis après nous avons donc nos 2 stars nationales qui sont quand même éloignées géographiquement parce que l'un est à Lille et l'autre est à Montpellier. Mais ils arrivent à se mettre d'accord sur la plupart des dossiers quand même. Donc vous avez à gauche Jean-Marc Serra, qui est IAD depuis l'an 2000. Voilà, qui travaille au siège donc de Montpellier dans le service de chirurgie viscérale et de transplantation. Et qui est aussi président du syndicat national de l'infirmière. Et à droite vous avez Jean-Laurent qui est IAD depuis 90, sage-femme depuis 2007, donc qui est un sage-femme anesthésique. Qui suit un peu sur tous les dossiers, qui connaît tout bien finalement à fond. Donc, c'est pas fond, et donc, qui est responsable du collectif IAD de la CGT. Et puis pour commencer, donc, vous avez Carole Ladoire, que vous connaissez presque tous. Voilà, depuis 2005 à l'école de l'IAD de Besançon, qui est partie en 2010 et pour aller à Montpellier, vagabonder à droite à gauche, et qui à l'heure actuelle travaille dans une clinique de chirurgie cardiaque et viscérale, qui s'appelle la clinique du Lumière. Et puis qui ce soir va nous faire un petit rapide topo sur l'histoire des infirmiers anesthésistes parce qu'il faut comprendre d'où ça vient et pourquoi on est dans les emmerdes un peu aujourd'hui. Et puis ça accessoirement ma meilleure amie depuis 20 ans. Donc je vais vous laisser la parole. Ok, bonsoir à tous. On va avoir quelques questions assez techniques parce qu'en fait on n'a pas pu avant de savoir si tout était compatible, donc malheureusement tout ne passera pas comme c'était prévu, mais je vais vous expliquer. Voilà, donc ça commence comme ça, et qu'il y a de devenir, c'est-à-dire, voilà, la vie continue, qu'est-ce qu'on vient, qu'est-ce qui se passe. Ici, je pense qu'il y a des gens qui sont des IAD d'avant la naturalisation, et des gens qui sont des IAD d'après, et la question, c'est la question à devenir, qu'est-ce qui va se passer, quel est notre avenir. Alors là, normalement, il y avait la vidéo du 1er octobre 2010, malheureusement, elle ne passe pas, c'est dommage, parce que c'est des bons souvenirs, pour ceux qui l'ont fait. Et une bonne idée de ce qui va se passer pour ceux qui vont venir. Voilà, et la question maintenant, c'est voilà, c'est ça, c'était mieux avant. Alors avant quoi? Si on reprend un peu d'historique, le 24 janvier 2000, l'intersyndicale organise une journée de grève suivie par 80% des IAD. Et pourquoi organise-t-elle une journée de grève? C'est là Jean-Marc qui va intervenir. Qu'est-ce qui se passe en 2000? C'est sa promotion. C'est la grosse grève pour l'intégration de la NBI dans la grille indiciaire IAD. Avant, on avait une NBI 41 points d'indice, on était IAD. On avait la grille infirmière plus 41 points depuis 2001. On a une grille IAD. Donc en fait, on se rend compte, derrière, il va y avoir des tas de journées d'action qui vont peser suffisamment pour que les choses changent et qu'effectivement ça se passe. Donc voilà, des mouvements, encore des mouvements. Les IAD toujours mobilisés, vous voyez des photos, c'est des anciennes photos de cette époque-là, qui est pas si lointaine finalement, qui nous rappelle beaucoup de choses. C'est en couleur?
N'est-ce pas? Le but aussi, c'était d'avoir un droit de regard sur des décrets de compétences qui allaient venir. Et aussi parce que les IAD avaient été écartés des SIMUR après le 30 mai 97. Et évidemment, ça c'est possibilité déclarée de l'ensemble des syndicats des arts. Chose qu'on va retrouver, vous allez voir, c'est très intéressant cette historique parce qu'on se rend compte que c'est pas d'hier que c'est difficile. Si on revient au début de l'anesthésie, 1877, devinez quoi? L'histoire elle commence en Pennsylvanie. Alors moi ça me fait penser à d'autres choses, je pense. Une sœur qui s'appelle Sœur Marie Bernard, qui est la première à faire de l'anesthésie en tant qu'infirmière, parce qu'avant c'était des médecins. On passe rapidement dans l'histoire parce que ça va continuer comme ça avec les religieuses. En 1908, la grande figure de l'anesthésie, c'est Agatha Hopkins, vous avez certainement entendu parler, qui va devenir l'anesthésiste d'un chirurgien à la demande de ce dernier, et vraiment son anesthésiste. Et c'est elle qui va former des infirmières, des médecins, des dentistes en anesthésie, puisqu'en fait tout le monde est formé de la même façon à cette époque-là, et qui va durer pendant longtemps. Et elle fonde aussi l'école, une très ancienne école américaine, qui est l'école d'anesthésie de Cuba. C'est elle, évidemment, qui devient la fondatrice de l'AANA, qui est l'American Association de Neuf Anesthésistes, qui représente les infirmières anesthésistes américaines, qui ont, elles, beaucoup d'importance, un lobbying très, très, très fort, qui sont représentées dans toutes les instances, notamment politiques. Ce qui fait que elles ont des droits différents suivant les États où elles exercent, mais il y a des choses intéressantes à en comprendre. Moi, je vous invite à regarder, à jeter un œil sur ce qu'elles font, comment elles travaillent, quelles sont leurs formations, sur le fait qu'elles ont très régulièrement, par exemple, des réévaluations. C'est-à-dire qu'on les remet, on réévalue, savoir si elles sont toujours capables, si pour les certifier et pour continuer à exercer. Ce qui veut dire que quelque part, c'est un modèle. Alors le fait que ce soit américain, on peut laisser sauter, oublier certaines choses qui ne vous plaisent pas là-bas, mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui tire tout le temps les gens vers le haut. Et de plus en plus, et ça continue toujours à les tirer vers le haut. Les infirmières anesthésistes là-bas, elles sont incontournables. On ne se pose pas la question. Elles existent, elles sont, elles resteront. Et ça, c'est peut-être un des objectifs, c'est une des choses qu'il faut qu'on s'en souvienne. Ça existe, ces gens-là existent. Et elles ont un impact. Et la France? La France, ça commence beaucoup à la guerre, même si au moment de la Deuxième Guerre, c'est souvent les infirmiers anesthésistes américains qui sont présents sur les champs de bataille. Mais il y a beaucoup de Françaises en fait qui sont mêlées, qui sont infirmières à Laval, qui les rejoignent, qui travaillent avec elles et qui du coup ont envie de se former. 1947, c'est la faculté de médecine de Paris. Alors ça se passe en 13 leçons, un stage de 4 semaines. C'est une formation qui dure 1 an. Et ça réunit ce que je vous disais, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers. Tout le monde est sur le banc de l'école d'adaptation, tout le monde reçoit une certification. 1949, c'est l'ouverture de l'école, qu'on entendait très bien, Saint-Germain-en-Laye, la plus vieille école, pour les paramédicaux seulement. Donc là, cette fois-ci, ça y est, c'est dissocié, avec une obtention, une attestation d'aide à l'esthétique. 1960-1961, nous devenons les IAA, les infirmiers aides anesthésistes, ça se fait en 18 mois, avec, au grand dam du corps médical, l'instruction de l'AG, c'est-à-dire l'anesthésie générale, dans les actes professionnels autorisés aux infirmiers anesthésistes. Donc aux infirmiers aides anesthésistes à cette époque-là. Au cas où il vous reste un doute, il y a bien longtemps que c'est écrit pour moi. Et après, 1967, le Dr René Baumann, professeur en chirurgie, demande la suppression des infirmiers anesthésistes dans une communication qui est faite à l'Académie de médecine. 1974, on apprend leur ensemble, pas dans l'ensemble, mais la plupart, on va dire, se rendre compte que l'anesthésie donne du pouvoir dans le public et que dans le privé, c'est très lucratif. Mais il y a déjà des gens à la tête dans tous ces instituts. Ces gens-là s'appellent les infirmiers anesthésistes. Et les infirmiers anesthésistes, en fait, en dehors de l'habilitation, les surveillent, exercent exactement comme vous le faites, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens, et travaillent très souvent dans une forme de libéral, c'est-à-dire qu'ils travaillent soit dans le privé pour un chirurgien qui les embauche, ils sont payés à l'heure. À l'hôpital, c'est l'hôpital qui les embauche, mais ils sont payés de la même façon, d'une façon libérale. Voilà. Un amendement est déposé au Parlement et soutenu par certains chirurgiens pour faire disparaître carrément les infirmiers d'anesthésie. C'est contrecarré par le SNIA, les directeurs de certains hôpitaux et certains mares, et l'amendement est retiré. En 1975, il va y avoir une enquête en fait, qui est faite par Simone Veil, qui est alors ministre de la Santé, pour savoir si c'est vraiment nécessaire de conserver ou pas
ces infirmiers spécialisés. Et elle se rend compte que si elle les retire, la plupart des hôpitaux de la PHP fermeront. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins et que les gens compétents pour exercer l'anesthésie, ce sont les infirmiers d'anesthésie. En 1981, il y a un nouveau décret de la profession infirmière et les maristes ont profité pour faire retirer l'anesthésie générale des actes des infirmiers anesthésistes. Mais le syndicat professionnel des coffres sont autour en éditant la liste des 100 gestes contributifs à l'anesthésie générale sans jamais la citer. Qui était, en fait, grâce à cela, qui est resté dans le domaine de compétences. 1988, exclusivité de compétences des ISA Bojo, infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. 1991, alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la perte du R, réanimation, est importante? Alors pour la plupart d'entre nous, quid de ce R? Est-ce que c'était si important que ça? Mais en même temps, réanimation, c'est ce mur aussi. C'est dans ça. C'est beaucoup de choses qui vont derrière. Alors il y a beaucoup de dièses aujourd'hui qui disent non, la réa, ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, si on était resté avec cette compétence, est-ce qu'il n'y a pas certaines choses aujourd'hui qui seraient logiques? Parce que le ministère s'appuie là-dessus pour dire que cette compétence-là ne fait plus partie exclusivement de celles qui nous sont attribuées. Donc vous voyez que parfois certains choix qu'on fait, même sur un nom, ont leurs conséquences. Et elles sont rarement sans importance. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le hospitalier, c'est une des choses qui nous amène à discuter ce soir aussi. Et maintenant, 2012, le Grand Master, celui pour lequel on s'est battu. Ah oui, un petit peu quand même. C'est le Hercule, c'est vrai, c'était plus facile pour moi de trouver celle-là. Bon, j'ai mis la même sur la lutte, donc ça. En 2014, la première promotion. Il y en a ici ce soir, en 2014 non. Ils sont touchés. Et master. Et après, je vous ai mis retour sur les paliers parisiens, parce qu'il y a pu quand même s'immobiliser à Paris et en province, pour que ça passe pas à côté, parce qu'il y a eu quand même des grosses conseillères pour ça. 21 mai 2015, voilà, c'est la photo, la lutte continue, on s'est engagé à nouveau pour des revendications. Que je ne vous décrirai pas, parce que il y a les gens qu'il faut pour le faire. Et voilà, remerciements à tous les gens qui m'ont aidé, bien sûr. Bon, alors on va lever un petit peu parce que du coup ils ont changé leur diaporama. Non, mais ça va être maintenant. On va aller très vite. Est-ce que quelqu'un a des commentaires déjà sur la première partie, des questions, des choses On aime bien quand c'est interactif, donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Vous pouvez nous couper, nous interrompre, et puis surtout ne pas laisser de nos endroits. IAD, le protocole Bachelot, la loi santé, le master, puisque c'est quand même les dernières choses importantes qui nous sont tombées un petit peu sur la tête. Ça va changer quoi? Besançon 24 août 2015, vous savez, collectif FCB, évidemment l'État de Besançon, désolé, visionné, on est là, je sais pas. Comment on fait pour avancer, s'il vous plaît? Ici. Alors, petite introduction, juillet 2015, date importante puisque c'était la fin du protocole Bachelot. Le protocole Bachelot est arrivé à son terme. Le bilan est bien sombre. Maintenant, on peut se permettre de faire un bilan puisque tout le monde est un petit peu dans l'expectative. On va avoir dans la première partie, je ne sais pas si vous étiez au clair, mais c'était extrêmement compliqué. On aura, tu auras ci, tu auras ça. Et comment ça va se passer? Là, maintenant, les choses sont arrêtées, on est au bout du bout. On peut faire le bilan. Le bilan, il est sombre. On a bien compris, il était bien sombre. Et l'escroquerie, maintenant, elle apparaît de manière évidente. Le protocole Bachelot, qu'est-ce que ça nous a apporté? Déjà, une perte de la reconnaissance de la pénibilité. Sauf pour ceux qui sont restés en actif, mais ceux qui sont restés en actif, ils n'ont pas eu de sous. Si, ils ont eu 120 €. Bon, voilà. La perte du corps des IAD, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'avant Mme Bachelot, les IAD, dans la fonction publique hospitalière au moins, c'était le corps de la fonction publique hospitalière des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Si vous avez regardé aujourd'hui, vous êtes infirmier spécialisé. Parmi les infirmiers spécialisés. Alors, ce que ça a amené, c'est une fusion des IAD, dans ce que nous, on imagine très probablement être le futur
métier socle de la profession infirmière. C'est-à-dire qu'on va se retrouver mélangé un petit peu avec toutes les autres spécialités, peut-être même au-delà. Ça amenait quoi? Ça amenait au final une scission profonde, enfin du moins structurellement, de la profession, puisque vous avez des gens qui à même travail touchent moins, mais ont une reconnaissance de la pénibilité. Vous en avez d'autres qui ont une reconnaissance de la pénibilité, mais qui n'ont pas la reconnaissance financière. Bref, ça a amené une cassure qui était franchement pas souhaitable et qui était parfaitement évitable. Alors, la rémunération, au bout du bout de ce processus, elle est de toute façon pour tout le monde, sans rapport avec les réalités de notre profession, que ce soit la durée d'études, les responsabilités, nos contraintes, nos suggestions, tout ça, c'est pas pris en compte. Quand on regarde les indices terminaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout au niveau d'une profession de +5, +2 ans d'expérience, avec les contraintes et les responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il en est resté finalement? Ce qu'on est allé chercher, il y a bientôt jour pour jour 5 ans, il en est resté le Grand Master. Voilà. On a obtenu quand même un peu avec les Français en 2014. Ça n'a pas été si simple que ça. Ils nous ont créé des problèmes. On a été convaincus que c'est la mobilisation qui a payé le 5 juin 2014. Et ce qu'on a entendu au ministère de l'Enseignement supérieur quand on a été reçu d'emblée, c'est parce qu'on était nombreux dans la rue, c'est clair. Ça a été clair pour tout le monde, pour tous les syndicats qui étaient présents, pour tous les représentants indépendants qui étaient autour de la table aussi, qu'on avait invités. Je pense que s'il n'y avait pas nous pensons que s'il n'y avait pas eu une forte mobilisation, principalement des étudiants, il faut les remercier et ils se sont battus, c'est les premiers concernés, surtout. On n'aurait pas eu le master en 2014, c'est clair, parce qu'il regrettait, je pense, de l'avoir promis en 2010, et donc ça ne s'est pas fait sans mal, et il a fallu les harceler même après le 5 juin pour jusqu'à l'apparition du texte officiel en décembre. Et même avant l'apparition, il y a eu une erreur de rédaction dans le texte, et les promotions 2014 et 2005 ont failli ne pas avoir le master si on ne s'était pas aperçu de l'erreur. Parce que dans le texte, il marquait pour tous les étudiants entrant en septembre 2014 au lieu de sortant en 2014. Voilà. Petite bavure. C'est rectifié à temps. Voilà, donc, continuation. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a la loi santé. Bon, rassurez-vous, on ne va pas tout dire. Protocole Bachelot, maintenant, la grande avancée qui va nous tomber sur le nez, c'est la loi santé. Alors, que dire de la loi santé? Outre que c'est une accentuation vertigineuse des dégâts qui ont été créés à l'hôpital essentiellement, mais dans tout le système de santé, par la loi HPST et celle qui avait précédé, la future loi dite de modernisation de la santé, comme c'est beau, crée des paramédicaux de pratique avancée. Il y a pas une photo, alors, vous voyez ici, innover pour préparer les métiers de demain, nous disent-ils. Et vous avez donc l'article 30, et de l'article 30, là c'est le préparatoire, vous mettez toutes les conditions et tout ce qu'on va mettre un petit peu dans cette loi de santé pour créer des paramédicaux de pratique avancée. Quel est le but de cet article? C'est ce qu'on appelle un décret coquille, c'est un article coquille, c'est-à-dire qu'on le met dans ce qu'il y a de plus fort juridiquement, c'est-à-dire une loi. Une loi, il n'y a qu'une loi qui peut défaire une loi c'est compliqué à mettre en place. Et il n'y a rien dedans en fait. On vous annonce en gros des choses qui sont finalement assez légères, et on va remplir après cette coquille vide par des décrets qui vont intéresser les différentes populations concernées. Pour nous, on aura très probablement un décret qui va être sorti un petit peu plus tard et qui nous dira comment vont se situer ces futurs infirmiers de pratique avancée, puisque c'est la première profession qui est concernée. On sait juste, alors ce qui est intéressant, c'est que ça sera un décret qui va être conduit par le ministère, qui va être passé en Conseil d'État après avis, puisque dans ces cas-là c'est une possibilité juridique de ne pas le passer au Parlement, il sera passé par l'Académie de médecine. Comme indépendance, ça nous donne déjà une petite idée. On va passer par les chevaliers de série. Alors, qu'est-ce que ça va changer?
Ben, il y a un truc sur lequel on est d'accord avec Marisol Touraine, c'est que ça va changer beaucoup de choses. Quand on va sur son petit site, elle nous dit, en permettant aux citoyens de protéger leur santé, innover enfin en matière de démocratie, mais sanitaire. Et elle nous dit, pour Marisol Touraine, il y aura un avant et un après la loi santé. Et bien là-dessus, on est d'accord, au moins pour nous, puisqu'on va vraiment remodifier l'architecture des professions de santé, il y aura un avant et un après. C'est un drôle de tandem, c'est un couple, mais vous savez ça marche. Tout a bougé, c'est bizarre, c'est bien aligné tout. C'est Vista. C'est ça. Vous n'avez pas pris les gamines? Non, c'est ça. Alors face à tout cela, et pour comprendre où nous allons, il faut faire ce qu'on a fait un petit peu avec Carole, et où nous pourrions aller, il faut d'abord revoir l'histoire de notre profession et de ses luttes spécifiques, merci Carole, analyser où nous nous situons aujourd'hui dans le système de santé et son organigramme, l'architecture des professions de santé. D'accord ? Alors, l'architecture schématique du système de santé actuel. Je vais simplifier, je vous rassure. Les professions médicales. Alors, il y a bien sûr les professions médicales. Elles sont dans le Code de santé publique. C'est le livre premier du Code de la santé publique. Alors, dedans, il y a les médecins, les dentistes, les sages-femmes. Les professions médicales, paramédicales, pardon, c'est le livre 3 du Code de la santé publique. Vous allez me dire, mais qui sont les deux? C'est les pharmaciens et les professions de la pharmacie. Et nous, nous sommes dans le livre 3, dans les professions paramédicales. Il y a aussi des professionnels de santé qui sont dans différents décrets, alors les AS, les ambulanciers, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu dans la sphère de la santé, mais dans un flou juridique. Alors vous avez les psychologues, vous ne le trouvez pas dans le CSP, vous les trouvez dans autre chose, vous avez les ostéopathes aussi, qui sont en attente de reconnaissance par le CSP. Bon, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que c'est un petit peu binaire, vous avez le livre premier avec les médicaux et nous les paramédicaux. Avant de savoir où on pourrait aller, ce que nous sommes, important de définir ce que c'est les différences, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors pour nous, infirmiers, on est toujours dans le médical, c'est quoi? C'est la prescription. Pas du tout. Pas du tout. Et en RH, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que ça leur pose pas trop de problème de limiter les prescriptions. Même limiter, c'est pas un problème pour eux. Qu'est-ce que c'est qu'une profession médicale? Déjà, il y en a 3 partiellement. Je dis ça parce que les sages-femmes ont réclamé à corps et à cri un statut de praticien hospitalier parce que c'était la signe des médicaux comme des pharmaciens. Pas de chance, les pharmaciens ne sont pas des médicaux. C'est un exercice indépendant de la médecine, c'est-à-dire qu'ils sont en libre exercice, en totale indépendance de leur art. Mais chirurgiens dentistes et sages-femmes sont à compétences définies. Je leur dis pas limitées, et elles ont raison. Ils exercent la médecine en toute indépendance dans leur seul domaine de compétences. Alors, ce qui caractérise donc une profession médicale, c'est d'abord, en principe, un niveau d'études reconnu, quoique les sages-femmes sont quand même un petit peu maltraitées de ce côté-là, parce que vous voyez que les dentistes, sur un compte d'heures à peu près équivalent, se retrouvent à avoir une accessibilité au doctorat, alors que les sages-femmes ont un mémoire qui est quand même touffu, ils n'ont pas ce doctorat. Bon, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, et ça, on comprend bien, c'est les origines, et Carole nous l'a bien expliqué, elles ont des racines très communes avec nous jusqu'en 1973. Et là, je suis un peu en difficulté. Alors, indépendance de pratique. L'indépendance, ça peut quand même avoir des limites. Et l'une des limites de l'indépendance totale, c'est que c'est sous contrôle d'un ordre. Il est là la raison d'un ordre. Il y a peut-être des gens pour. Je vais me calmer là. Il est là la raison d'un ordre. C'est qu'un ordre, c'est pour faire un contrôle par les pairs. Quand il y a une totale indépendance. Et c'est pour ça qu'un ordre médical a une justification un petit peu plus exacte que pour un ordre paramédical. Et bien sûr, c'est en lien avec un code de déontologie. Il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas de code de déontologie. Ça a été un grand progrès. Il y a aussi quelque chose qui est très peu connu, parce que les médecins eux-mêmes aiment bien parler de chef et tout ça. Eh bien, il n'y a pas d'autorité entre médicaux. Il n'y a pas d'autorité hiérarchique. Il y a une autorité fonctionnelle, mais il n'y a pas d'autorité hiérarchique. Surprenant, hein?
Donc un chef de clinique, pourquoi il est chef de clinique? Parce qu'il est le chef des internes sur l'enseignement. Mais un PH est indépendant, il n'a pas de supérieur hiérarchique. C'est vrai ça? Chef d'école? Non plus. Depuis 2009, loi HPST, les médecins ont maintenant un supérieur hiérarchique, ils n'en ont qu'un. Entre eux, c'est une autorité fonctionnelle, c'est-à-dire que le chef de pôle et le chef des paramédicaux, enfin, par un détournement, attention, je n'ai pas dit de bêtises, je vous assure. Par contre, il est dans une autorité fonctionnelle pour organiser son service avec ses pairs. C'est pour ça que c'est un statut qui est normalement provisoire, 2 fois 5 ans maximum. On ne peut pas être à vie chef, sinon ça devient une autorité hiérarchique. Pareillement, ils n'ont pas de liste d'actes. Mais la définition d'un domaine de compétence, et je vous demande de retenir ce nom, d'une mission. Une mission. Jean-Marc nous en parlera tout à l'heure. Ça c'est important parce que vous vous souvenez, souvent on a demandé pour nous l'IAD, mais on n'a pas la liste, tiens c'est marrant, c'est pas marqué, il n'y a pas marqué qu'on peut intuber. Ah oui, parce que notre décret, il est bâti exactement comme un décret médical, c'est une mission d'anesthésie. On participe à l'anesthésie. Dès lors qu'on aurait commencé à lister, vous faites ci, vous faites là, vous avez le droit d'intuber, vous avez le droit de mettre des cafés, on rentrait dans tout à fait autre chose, qui était exactement ce que viennent d'obtenir nos collègues IBOL. C'est un décret de compétences bâti exactement comme les paramédicaux, avec une liste d'actes instructive. D'accord? Donc il faut l'aimer, il est un peu particulier, il nous a un petit peu distingué, il va nous aider peut-être à obtenir des choses un petit peu plus avancées, on va dire. Bien, on va faire. Les professions médicales, nous, eux, les IAD. Alors, profession de santé, ou dire auxiliaires médicaux ou paramédicaux, dans les textes législatifs, c'est auxiliaires médicaux. Nous, ce qu'on fait, on regarde les médecins, et les médecins, ils peuvent tout faire en toute indépendance. Et ils exercent la médecine. Et nous, on exerce en dérogation de l'exercice illégal de la médecine, sur une liste d'actes autorisés. Tiens, ça c'est les IAD sur leur truc. C'est pas une liste d'actes. Bien sûr, on peut avoir un rôle propre, maintenant, ça a évolué, mais le rôle propre, on pourrait faire l'histoire aussi, il n'était pas évident au début. Hein. Sur certains domaines, souvent recueil de paramètres, prévention, éducation. Nous avons donc, sauf rôle propre, nécessité d'une prescription, c'est-à-dire une délégation d'actes que nous donne le délégataire et qui est à sa discrétion. C'est-à-dire qu'il n'a pas obligation de la donner. Il donne pas. Nous sommes, les paramédicaux sont des professionnels soumis à une hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est qui? Il y a les cadres ici. C'est les cadres. Alors, qui sont les cadres ici? Alors, c'est quoi la révolution des cadres? C'est qu'on a bien compris que maintenant, il y avait quand même un grand changement. C'est qu'on imagine bien que la hiérarchie, dans ce cas-là, c'était issu du corps. Or, maintenant, de plus en plus, on va sur la reconnaissance du management, sur une espèce de métier socle, ils adorent ça, qui s'éloigne de plus en plus. Au début, c'était... Enfin, moi, je me souviens tout début au SIGNA, quand j'y étais, où on avait des combats très forts pour obtenir que la notation soit par un IAD, obligatoirement. Maintenant, on en est à espérer que ça soit une infirmière, ça peut être un kiné, ça peut être... Les choses évoluent très très vite. Et ça prouve bien comme le management est en train de reprendre le pas sur l'art d'origine, l'exercice de l'art d'origine. Hein. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, en 2012, je me souviens d'une des premières réunions auxquelles j'ai été convié au ministère de la Santé. On a traité du problème des cadres de spécialité, des cadres IAD, et de spécialité en général. Et la réponse qui nous a été faite par M. Hanan et Mme Laurence de DGOS, c'est que pour eux, ce qui importait, c'était la fonction de cadre, pas la spécialité. La spécialité, à la rigueur, M. Hanan nous a dit qu'un cadre en ophtalmo, là où il travaille, ça ne gênait pas du tout qu'elle soit cadre au bloc et qu'elle encadre les IAD. Pour lui, ça ne tenait absolument pas. Nous, évidemment, on nous dit, bien sûr. Donc là, bon, ils sont un peu revenus là-dessus, mais sachez que ce qui leur importe, c'est la fonction cadre. Voilà.
Ils sont revenus là-dessus, mais en même temps, on voit sur l'info quand même qu'on vient de perdre 2 postes de quadrillage, remplacés par du quadrilleux. Alors, dans un service où il y a effectivement pour là que des IDE, mais c'est un service de réa, où on a quand même normalement, historiquement, et je crois qu'il y a une circulaire qui dit qu'il vaut mieux que ce soit des quadrillages, et sur le SMUR où il y a des diades. Hein, donc là, on a un quadrilleux sur un SMUR où il y a un nombre de diades. Moi, je trouve ça quand même vraiment dommage. C'est la toute-puissance du management qu'on retrouve, auquel ont essayé d'échapper les médicaux, mais même les sages-femmes qui sont arrivés à faire cesser les cadres, finalement, elles viennent un petit peu par la porte. Hein. On voit bien que les sages-femmes de coordination, c'est elles qui ont été valorisées, alors qu'on n'a pas valorisé les spécialités médicales comme, par exemple, l'échographie. Il y a aucune, on a pris cet exemple-là, celui Oliva. Alors, on a vu que finalement, au nom de les PH ont une grille unique, on leur a donné une grille unique, mais quand même, on a valorisé, on n'a pas pu s'empêcher de valoriser le management. Alors qu'il n'y a pas de hiérarchie maintenant au sein des sages-femmes en fait. Ça va être très bien. Alors, c'est pour donner un exemple qui peut paraître presque anachronique, mais j'ai mangé avant-hier avec un ami qui est instructeur de vol sur simulateur chez Airbus depuis de très nombreuses années parce qu'il était pilote avant. Et tous les instructeurs de vol chez Airbus sont pilotes, d'anciens pilotes, jusqu'au sommet des hiérarchies. Leur chef vient de changer, qui était un ancien pilote. Leur grand chef, le manager de l'équipe d'instructeurs en simulation, ce n'est plus un pilote. C'est un manager et surtout un financier. Et dans tout est remis en cause, y compris la pédagogie. Une aparté, mais voilà. Non, c'est fondamental, c'est un choix de société. Et c'est une grande vague qui arrive d'ailleurs à justifier les difficultés aussi qu'il faut pas se leurrer à faire reconnaître la situation. Alors, après, on pourrait voir aussi le côté positif de la chose. On sait très bien comment fonctionnent comment fonctionnent les RH et puis la gestion de personnel. Si sur le fond, nous avons les IAD une compétence, un décret suffisamment costaud et bien établi, ça peut gagner aussi, nous, en autonomie par rapport à l'aspect financier d'une gestion de service. Parce qu'on ne viendra jamais empiéter sur un cadre, je vais un peu simplifier, mais on le voit juste en train de gérer du personnel actuellement. De plus en plus, ils ont une belle charge de travail, que tout ce qui est gestion de matériel ou gestion de commandes, de plus en plus c'est délégué quand même à des personnes qui sont sorties détachées, qui sont sorties du pôle de l'équipe. Donc ça peut être aussi, on peut voir le positif de la chose, de dire que si on a un décret qui soit assez, on ait une certaine autonomie, beaucoup plus qu'on a actuellement, ça pourrait être aussi un aspect positif de voir deux choses, quoi. C'est aussi, moi je vois ça aussi. Sauf que le décisionnaire, et c'est pour ça que je prenais cet exemple-là, et je pense que l'impact économique est une charge qui risque d'incomber de plus en plus justement à des futurs gestionnaires cadres, même de services ou de pôle, si on lui donne, entre guillemets, une partie des manettes au niveau des bourses, et qu'on lui dise, maintenant il faut, parce que moi la mode, que tu rentres dans l'efficience, il faut que tu fasses des coupes sombres, tu te débrouilles avec tes équipes, il va imposer ce mode de fonctionnement. C'est pour ça que je prenais l'exemple là d'Airbus, qui est très mercantile puisque c'est privé. Ça a eu un impact même sur la pédagogie, puisque là, eux ne sont concernés que par l'enseignement et par le vol direct. Mais quelque part, qu'est-ce qui empêche les hôpitaux de faire pareil avec vous? Même si on a un décret de compétences propres IAD qui nous met en valeur, si le futur cadre qu'on est en train d'évoquer comme crainte est un manager pur et dur qui n'a rien à voir avec le soin, on lui dit maintenant il faut complètement revoir la façon de travailler de tes équipes. Ça a été l'introduction des cadres gestionnaires dans les services qu'on voit arriver, déjà la première chose. Alors tu disais que dans le privé c'était peut-être plus mercantile. Je sais pas, il ne faut pas oublier quand même que 2009, ça a été aussi l'instauration de quelque chose d'assez exceptionnel qui s'appelle la prime fonction de résultat. Touche d'une certaine partie les directeurs des soins, mais surtout les directeurs d'établissement. Et qui, bien évidemment, ça n'est pas seulement leur dire tu dois faire rentrer dans les clous. C'est si tu rentres dans les clous, tu as un avenir de promotion brillante
Et 2, tu auras une juteuse PFR. Ça a énormément changé les données. Tu me permets d'avancer un petit peu? Alors, la profession les professions paramédicales, c'est responsabilité de la réalisation de ces actes. Parce que ça va être un petit peu une discussion qui commence à émerger si on prenait un petit peu plus d'autonomie. Par exemple, si tu prends son visage, pas. Imaginons, soyons fous. Mais on a déjà la responsabilité de nos actes. Elle est pleine et entière. Nous n'avons pas la responsabilité de l'indication, et encore. On ne peut pas nous faire faire quelque chose d'aberrant, complètement aberrant. Voilà, donc la responsabilité de ce que nous faisons, nous l'avons comme tout salarié, et heureusement d'ailleurs. Alors, et le master dans tout ça, parce que c'est vrai, le master, c'est important le master. Pourquoi on s'est battu pour ce fichu master? Alors, en master, les professions infirmières étaient issues d'écoles professionnelles, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, sous tutelle exclusive du ministère de la Santé. La reconnaissance était faite sur une grille, on était niveau 3, je ne sais plus quel est le nom de la grille, pardonnez-moi, et cette reconnaissance niveau 3, en fait, correspondait à un bac plus 2, soit le nombre d'études, c'était comme ça. Ce qui entraînait de facto une grille indiciaire au niveau bac plus 2, puisque le calcul dans les fonctions publiques de salaire, c'est basé sur cette reconnaissance, essentiellement. Donc, et ce bac plus 2 aurait pris la durée réelle des études, nos responsabilités, j'y reviens encore, les contraintes et les suggestions. Quelle a été finalement la raison de cette sous-reconnaissance de notre profession? Pourquoi on a accepté ça? Mais déjà parce qu'on n'est plus, c'est une tutelle, on était sous tutelle pour l'enseignement et pour l'exercice futur du ministère de la Santé. Alors ça aboutit déjà à un contenu un peu monothématique, axé sur vraiment l'exercice professionnel pur, monocentré sur les spécialités quand il y en avait. Il y avait peu de recherche, c'était un peu une école quand même de soumission, il faut quand même le dire. On nous apprenait aussi comme il était important d'obéir quand même dans ces écoles-là. Je pense quand même. Et surtout, il y a quelque chose où on était un petit peu dans notre langage, un petit peu en s'auto-flagellé, c'est-à-dire que par exemple l'enseignement clinique, ce qu'on doit nous appeler maintenant un enseignement clinique, parce que les kinés par exemple qui savent bien se vendre, il n'y a aucun mépris quand je dis ça, au contraire, ils ont l'intelligence de bien se vendre, et bien eux, nous on appelait ça des stages, t'es en stage, voilà, t'es en stage. Donc évidemment, défendre comme un enseignement un simple stage, c'est un peu compliqué, non, c'était l'enseignement clinique, et ça aurait été bien de le dire. Et enfin, l'écueil principal, c'est celui qui reconnaîtrait, paierait. Donc évidemment, il n'avait pas envie d'en reconnaître, bien évidemment. Il y avait aussi, il ne faut pas se leurrer, soit médical, et leur phobie de ce que j'appelle le principe des vases communicants. C'est-à-dire que nos médicaux, et particulièrement les médecins, ont l'impression que si on donne quelqu'un, on va forcément leur retirer à eux. Ça, c'est ancré chez eux, absolument. À nous aussi de leur faire comprendre qu'être responsable de gens bien reconnus, ça ne peut au contraire que les pousser et pas les tirer vers le bas. C'est aussi à nous de les rassurer, je pense. Puis il y a le poids historique de nos origines quand même, on ne va pas refaire l'histoire d'où viennent les infirmières, voilà, c'est réel. Quoique, tu as parlé des infirmières qui faisaient tourner les infirmières anesthésistes, enfin aide-anesthésiste, c'est fou, ça s'appelait aide, mais c'est vachement de trucs à l'époque, et il y a des hôpitaux, on ne voyait jamais mettre anesthésiste. Et ben, cette profession-là, historiquement, était autant liée aux sages-femmes qu'aux IDE. Et en particulier dans la région parisienne, vous aviez des matières où il y avait des sages-femmes anesthésistes, mais c'était courant. Donc on a un petit peu perdu ça. Heureusement, quand on a au signal, c'est pareil encore, on a la preuve, il y a l'attaque, il y a tout le papier page, tout était comme ça. Donc c'était intimement lié. C'est important dans notre conception de notre profession parce que ça explique en partie avec d'autres choses. Les Iliades ne sont pas arrivées à n'importe quel moment, il s'est passé des choses dans le monde à ce moment-là aussi. Mais c'est aussi notre truc, notre décret un petit peu bâti sur du médical, il est aussi un petit peu dû à ça. Alors, qu'est-ce qui a été réellement le moteur de ce changement pour qu'on obtienne ce master? Parce que, Jean-Marc nous disait, vous n'avez pas nous donner, je le dis franchement. Au départ, la reconnaissance, vu les budgets que ça entretient, les gens ne veulent pas donner la licence aux infirmières. Alors, donner le master aux IEF, vous doutez bien que c'est encore plus compliqué. Pourquoi ça s'est fait? Parce qu'on est toujours très pro-européens, nous les Français. Europe. Et on signe tout. Et on a signé des accords au traité européen de Bologne en 1999. Le suivant, Copenhague, je ne sais plus, il y en a eu un Portugal, je ne sais rien. J'ai oublié le. Et puis, quand on signe des trucs, on faisait appliquer quand même. Et on a cru que, comme toujours, on allait pouvoir, comme avec le temps médical, les 48 heures maximum, on allait pouvoir prolonger. Sauf qu'à un moment, elle a tapé du poing sur la table et elle a fait ce qu'on appelle un avis motivé, et après, c'est des sanctions financières.
Et ça, cette avis motivé, je crois qu'il est tombé en 2006 et quelques, et là, panique à bord. Là, il va falloir leur donner leur licence aux infirmières, parce que sinon on va payer. Ce qui fait que, c'est après, je crois que c'est la dépôt après, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous a donné ce master aussi? C'est le mouvement de l'IA de 2010, parce qu'on s'est rendu compte de l'injustice, on y reviendra après. Donc s'il n'y avait pas eu ce mouvement en 2010, on n'aurait pas eu. Et puis à nouveau, comme on l'a dit et comme l'a dit Carole, c'est le mouvement de 2014, où là c'est quand même essentiellement les EIAD. Pourquoi? Parce que les professionnels n'ont pas compris et on n'a peut-être pas assez communiqué ou su-communiqué sur l'intérêt absolu. Puis tout le monde n'est pas d'accord, il y a des syndicats qui ne sont pas d'accord sur l'intérêt du master, y compris des syndicats. Bref, c'est les IA, c'est l'UE, mais c'est pas la France et c'est pas le ministère de la Santé, jamais. Toujours voir le diapo d'avant. J'aime. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça, se comporter comme ça, c'est peut-être mignon, mais ça marche jamais. S'il vous plaît, ça ne marche pas. Donc on a bien compris que ce qui nous aide à progresser, avancer, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est la diapo de Jean-Marc. Alors, c'est pas censé me représenter. Il n'est pas tricheur, il n'est pas tricheur, c'est pas notre partie. On a besoin d'aider avec monsieur. Alors, le traité de Bologne, très court, sinon je vais vous... Système d'uniformisation des formations supérieures dans tous les États signataires. Il n'y a pas que l'UE, 45 pays signataires. C'est reconnaissance à niveau universitaire ou universitarisation, je veux dire, de tout diplôme supérieur, y compris les diplômes professionnels, et surtout ce bloc important en termes de masse salariale, alors au moment où on parle d'efficience, prix, tout ça, c'est ceux du domaine de la santé qui étaient particulièrement maltraités. La trade du système, c'est quoi? C'est un positionnement de tout diplôme supérieur sur l'échelle BMD. Non, les caroches, c'est un truc du Nord, c'est un truc de ch'ti. Non, c'est BMD. En France, on ne fait jamais comme tout le monde, c'est LMD, c'est licence. Mais partout ailleurs, c'est bachelor. Hein. Acquisition de CTS. Salaud, hein, vous avez fait à Manu, le Bordelais. Je connais CTS. Crédit, transfert. Système, merci. Donc c'est un système qui est fait de comptabilité, de type d'heures, de volume, etc., qui est fait pour faciliter les échanges et les passerelles. C'est-à-dire que pour aller dans telle poursuivre des études ou faire des conversions autres, on sait que c'est combien immédiat? C'est 120, donc ça correspondait à l'ancien Master 2, puisqu'il y a des Masters à 60 et des Masters à 120, ça correspond à l'ancien Master 2. Par exemple, si vous voulez reprendre d'autres études, on vous donnera 120 ECT dans le domaine de la santé. Voilà, ça peut passer. C'est très commun et ça permet de se situer tout de suite par rapport à la politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrache, c'est sous la très forte pression de l'UE. La France s'est donc mise à cet avis motivé en conformité avec le traité qu'elle avait signé en 1999, après 2007. Certains faisant en 2006, alors, pendant la campagne présidentielle, à l'argument électoral. Souvenez-vous, notre cher Sarko arrivant avec le petit Louis sur l'énorme truc et qui disait, tout de suite après son discours, il a commencé, il a dit qu'il allait revaloriser les infirmières parce que c'était bien. Oh, je ne sais pas parce que Sarko, je crois que les autres seraient exactement pareil. Non, c'est pas parce que c'était bien, c'est parce qu'il était obligé. Alors, comme il était obligé, il en a fait un peu de campagne. Alors, cette construction de bâclée qu'on nous a proposée ensuite, pourquoi elle a été bâclée? Parce qu'elle a été faite à l'arrache. Et pourquoi elle n'a pas été bonne? Parce qu'elle était basée sur le système belge, qui est un excellent système, attention. Hein. Mais déjà, Bruxelles est la capitale de l'UE, pardon, les Strasbourgeois, mais enfin, c'est quand même essentiellement à Bruxelles que ça se passe, les commissions et tout. Et donc, on a négligé de prendre en compte les particularités de professionnels qui étaient à Bac plus 5 depuis 40 ans déjà. Et c'était qui? C'était les élèves. Et accessoirement, les achats, mais qui étaient depuis 2010 seulement. 2010 Non, 2012. Donc depuis 10 ans, pour les achats. Alors, construction négligée, bâclée, à moins que ce soit une stratégie volontaire pour ne pas contrarier d'autres plans, comme nous le verrons au PowerPoint numéro 2, qui présentera un peu plus Jean-Marc. Alors aujourd'hui, grâce au LUT, notre diplôme est gradué master. Alors, Bac plus 5 depuis plus de 40 ans, nous n'avons en aucun cas été élevés au grade master. Il faut qu'on sorte ça de notre esprit, parce qu'il y a la concurrence, quand on arrive avec nos arguments en disant, mais oui, mais on mérite quand même un salaire.
Et là, on va rentrer avec telle profession, telle autre. Je ne vais sûrement pas les donner parce que ça ne serait pas très confraternel. Mais voilà, nous, on a une intériorité quand même. On est à Bac plus 5 et même un peu plus qu'on va l'avoir depuis plus de 40 ans. Notre diplôme a été adapté au format universitaire pour obtenir un grade important. Ce n'est pas la sémantique, mais un point essentiel pour justifier la légitimité de nos demandes. Nous devons être convaincus qu'on était Bac plus 5 depuis bien longtemps, parce que pendant tout ce temps-là, on nous a un petit peu roulé dans la farine. Notre cursus est toujours un cursus sur 7 ans. On n'a pas l'habitude de le dire. Oh, attends, j'ai envie de travailler, ça compte pas. Ah bon? Et alors, au moment où on nous bassine avec les VAE pour tout et pour rien, 2 ans, ça ne compterait pas? Les militaires, en termes de sexe, ça s'appelle l'aguerrissement. Allez dire à un type que l'aguerrissement de 3-4 ans, ça ne compte pas, bien sûr que si, ça compte. C'est une obligation, c'est une contrainte, c'est pas facile. Et d'ailleurs, dans les conditions pour être infirmière de pratique avancée, en 5 ans. Alors, notre cursus est toujours un cursus sur 7 ans minimum. Tu te doutes calculer autrement. C'est même. Oui, 8 ans. 8. Voilà, oui, il a raison. À partir du moment où il faut 2 ans d'expérience professionnelle à la sortie du diplôme d'infirmier de soins généraux, il faut 2 ans au 1er janvier de l'année du concours, ça fait que ça vous décale d'un an en fait. Donc, normalement, en théorie, en pratique, ça fait un cursus de 8 ans. Donc, c'est pas rien. Alors, il y a des professions où effectivement ce stage il se fait après. Ça aurait été plus évident de le faire valoir. C'est comme ça. Je rappelle qu'en 2010, il y en a qui militaient, particulièrement dans les écoles, pour faire supprimer. Ils voulaient que ça soit universitaire à la suite, etc. Et nous sommes battus comme des chiens pour le conserver. C'est notre histoire. C'est notre capital. Il faut le garder. Et quand on voit la définition des IPR, on a bien fait. Sur la pratique avancée. Alors, cela signifie aujourd'hui que pour la fonction publique hospitalière, la profession IAD tout entière est maintenant considérée comme niveau grade master. Grade, master ou master, c'est pareil, c'est le même niveau de reconnaissance. Pas tout à fait les mêmes choses en termes de... Mais le niveau de reconnaissance est la même chose. Ça veut dire donc quoi? Que nous devons tous, alors ça serait bien y compris le privé, mais le privé c'est compliqué toujours. C'est souvent par un effet, là pour le coup de vase communicant, c'est-à-dire que quand les uns ont, par effet d'appel d'air, on essaie, si le marché n'est pas trop contraint, que les gens y auront et que du coup ils auront tendance par la loi de l'offre et la demande de remonter les choses. Et il va falloir se battre un petit peu ce coup-ci pour les gens du privé. Alors les privés, de l'hospitalisation privée, beaucoup se débrouillent un petit peu plus maintenant parce qu'ils négocient directement avec les marques. Et vous comprenez bien que ça nous met dans une dépendance terrible vis-à-vis des marques. On est déjà dans la dépendance que c'est nos prescripteurs. Si en plus on va se mettre pieds et poings liés pour la rémunération, on est en train de se mettre complètement sous leur coupe. Par contre, pour les FEAP, pour les lois 1901, il va falloir se battre. Et il y a un gros boulot qui est en train de commencer. C'est parti un petit peu dans le mode, non? C'est étonnant. Et ça s'étend, il y a du travail qui est en train d'être fait pour qu'il y ait récupération au moins de cette prime de 120, donc si on en vient après, sous forme de prime annuelle de leur côté. Il y a un gros travail qui est engagé. Alors, je ne reviens pas. Nous devons saisir aujourd'hui, on revient sur l'étude du diaporama, je vous l'ai dit, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des statuts qui sont en train de se modifier, les opportunités qui s'offrent à nous et qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, seront accordées à d'autres, que nous voulions ou pas. Alors, soit on regarde passer le train en disant, nous on est bien, on a un statut qui nous convient bien, et puis on voit les gens partir sur des étages supérieurs dans la construction de ce qui devient le nouvel organigramme qui est pensé au niveau des tutelles, ou alors on se dit, non, on a toujours été à la pointe des paramédicaux et encore plus de la filière infirmière, il faut se battre pour garder cette leadership. Alors, les petites fois en question. Que devient le stock? On n'entend plus parler de stock, s'il vous plaît. Le stock est un mot de 2010 qu'on doit absolument bannir de notre esprit. Le stock est mort. Vive la profession IAD qui est aujourd'hui reconnue master. On ne doit plus utiliser ce terme de stock parce qu'il nous a été imposé par les tutelles pour nous faire avaler l'accident 2010. C'est celui de la perte de la reconnaissance de la pénibilité. Nous savons tous que le seul diplôme qui nous permet de travailler et qui autorise l'exercice de notre profession, c'est le diplôme d'État d'infirmière anesthésiste. Certains, il est gravé master pour les jeunes, d'autres, il ne l'est pas.
La profession maintenant est considérée partout, vous verrez, comme au niveau grade master, c'est tout. Donc il y a une profession. Le grade, le stock, il faut oublier ce mot. Il y a des difficultés, il va y avoir des difficultés, mais il faut vraiment qu'on se ressoude et qu'on ne rentre pas nous-mêmes dans cette scission. Ça nous brouille l'esprit, ça nous modifie complètement notre manière de penser. C'est un accident ce qui s'est passé en 2010. C'est arrivé 3 fois, dont la première fois c'était pour les instituteurs. Les instituteurs sont passés maîtrise, ils sont passés en catégorie A. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rachopé la pénibilité. Normalement, c'est pas ça une négociation. Dans une négociation, vous avez une situation là, et une situation qui est là, bien évidemment, tout le monde va celle-là. Mais là, il y avait une situation comme ça, mais en même temps, vous faisiez perdre comme ça. Donc, il fallait savoir si on allait là ou si on allait là. Donc, on a été obligé de conserver 2 statuts, dont un qui est un corps en voie d'extinction, et la scission vient de là. Mais elle vient de ce que nous avons accepté, et à l'époque, on n'était pas très nombreux à dire, attention, casse-cou, ne perdons pas la pénibilité, et on se faisait traiter de quoi? De vieux cons. Ah, ils commençaient à leur retraite, on s'en foutait, on allait la voir pour les jeunes, qu'on discutait. Et surtout, il y avait cette scission et cette perte de la pénibilité qui allait être problématique, parce que ça allait scinder la profession de... Et d'autres pensaient VAE, 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 VAE. Et la VAE, ce n'est pas le gros problème. On voit bien que les problèmes qui se posent aujourd'hui ne sont pas dus à la VAE, mais à d'autres choses. Donc, on s'est fait avoir. Il ne faut pas rentrer dans ce système encore un peu plus maintenant. Alors oui, mais c'est joli ce qu'il me raconte le monsieur là. Mais moi, je suis diplômé d'avant 2014 et je veux en tant que personne individuelle être gradué master. Est-ce que c'est possible? Oui, mais non. Ou non, mais oui. C'est-à-dire un diplôme d'État, comme tout diplôme, ne peut être upgradué, symbole du 6, a posteriori. Ça, c'était l'escroquerie 2010, hein. Tu te souviens, les petits gars prenaient ça, et puis vous l'aurez tous, et puis vous aurez tous l'argent. Pas possible. C'est pas possible de graduer notre diplôme d'État. En même temps, on s'en fout, puisque c'est le diplôme d'État qui donne le plus de reconnaissance. Mais pour répondre plus complètement à cette question, il faut savoir pourquoi vous voulez un master. Alors il y a 2 solutions généralement. Premièrement, une raison, c'est pour obtenir une grille salariale au niveau Bac plus 5. Ah, c'est pas la peine. Pas la peine. La profession maintenant est reconnue Bac plus 5 via le plan master de son diplôme d'accès au concours de la fonction publique hospitalière. C'est un fait. Nous devons donc tous lutter pour obtenir une reconnaissance pour tous de ce niveau de responsabilité, et c'est possible. Qui c'est qui a obtenu pour tous la reconnaissance master il y a peu de temps? Et sa femme? Bah oui. Elles sont quand même si par les divisions ça n'a pas été joyeux, elles terminent avec un indice sommital, celle qui passe en quota à 783, un indice majoré, et c'est pour plus. Celles qui étaient d'avant 2002, 2000 et quelques, qui étaient en 3 ans, celles qui étaient en 4 ans, celles qui sont en 5 ans, elles ont toutes cette grille-là. Et c'est comme ça que ça se passe. Sauf pour 3 professions, dont la nôtre, on n'a pas eu de bol. Donc là, il faut maintenant oublier ces trucs, on va se battre pour notre grille master, et cette grille master, il va falloir qu'on la fasse pour tout le monde. Alors par contre, si je veux une reconversion professionnelle dans le poursuite d'études, c'est plus délicat. C'est tout à fait légitime, on a envie. Alors nous allons, c'est ce qu'on disait, on a exigé la relance. Et c'est pas une relance qu'ils nous ont fait. Hein. Il y a 2 témoins là qui étaient là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas estimé que c'était une relance du groupe master. Hein. Ce qu'on va essayer d'obtenir, donc, il aurait fallu essayer d'obtenir de faculté AMI, des masters Didier, avec une prise en compte d'un maximum de VAE pour les gens avant 2014, pour qu'ils puissent, par exemple, ne faire que 30 ou 60 CPS sur les trucs qui manquent et puis sortir avec un master et pouvoir se reconvertir. Ça se fait sur toutes les professions, on va pouvoir obtenir ça. De plus, certaines facultés, comme par exemple celle de Lille, ont la possibilité, ont signé dans leur convention une possibilité de reprendre les étudiants, même s'ils n'étaient pas grade master, du moment que le nouveau diplôme l'est, et de les faire poursuivre en post-master. C'est une possibilité, mais il n'y a pas beaucoup dans les conventions. Ça existe, et c'est un peu anecdotique. Voilà, première partie, vos questions. Je pense que ça va être un peu plus sympa avec Jean-Marc. La profession des masters, ceux qui sont sortis en 2014 et en 2015, ont individuellement un titre nominatif master à l'université auquel ils sont rattachés, mais
la profession du master, et on a tous la même profession. Il n'y a qu'une profession. La question, les termes qu'on voit souvent, on entend parler grade master, niveau master, même qu'on n'est que classé en L+, c'est ça? Non, je dis la profession, elle est graduée, master. Elle a le grade master comme les sages-femmes. Les sages-femmes, c'est un ordre. Et c'est quoi la différence entre le niveau? Le niveau, c'est grade. Le niveau, c'est soit le diplôme master, soit le grade master. C'est bac plus 5, donc c'est 120 au CTS après le. Moi, je peux avoir un petit élément de réponse, si tu veux. C'est que grade master, l'université, en particulier l'enseignement supérieur, n'a pas voulu nous délivrer un diplôme master parce que si on voulait un diplôme master, il fallait qu'on soit complètement à l'université. Mais dans la mesure où on a une profession qui est double diplômante, on dépend du ministère de la Santé pour notre exercice, à partir du moment où on ne peut pas être complètement rattaché à l'université ne va pas nous délivrer un diplôme, mais seulement un grade. Mais dans la reconnaissance en termes de niveau universitaire, c'est la même chose. Simplement, c'est ça qui fait. Alors les universitaires nous ont dit au moment des groupes de travail, on ne peut pas faire une profession double diplômante, donc on ne peut pas avoir un diplôme d'État plus un diplôme master, donc c'est le diplôme d'État plus un diplôme. Parce que les médecins ont un doctorat et un diplôme Tout à fait. d'État. On est bien d'accord que c'était un petit peu pour nous endormir. Mais en tout cas, je pense que la vraie raison, elle est plutôt dans le fait de dire qu'un diplôme universitaire n'est délivré que si les étudiants ont fait la totalité de leurs études dans l'université elle-même. Après, la plupart des écoles privées, même dans d'autres domaines très différents, genre les écoles de commerce, etc., donc c'est privé, ils ont tous des grades master. Et ils sortent tous avec une reconnaissance master, enfin voilà. Alors qu'il n'y a que ceux qui sont vraiment à l'université qui sont master. La plupart des écoles maintenant délivrent des grades master. Ceux qui ont oui, les écoles d'ingénieurs en particulier. C'est grade master. Un accord fort de 2010, puisqu'effectivement il y avait des gens qui étaient pour une universitarisation pure et dure, donc se mettre complètement sous tutelle de l'université, très clair, c'était se mettre sous tutelle des médecins encore plus, c'est évident. Autre problème, c'est que ça risquait de la suppression du diplôme d'État. Or, le diplôme d'État, il permet une homogénéité de la formation sur tout le territoire. C'est pas pour rien que les médecins ont un doctorat, pur et dur, et un diplôme d'État. Ce qui leur permet aux docteurs d'exercer, c'est leur diplôme d'État, littéralement. Pour assurer, parce qu'on n'imagine pas bien que des médecins de Limoges, je ne veux pas, c'est pas possible, quoi. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'uniformité, de association auprès des collègues, et c'est pour ça que parfois on nous fait le reproche, communiquez pas assez. Comment vous voulez passer ça, vous voyez, comment vous voulez vendre, on arrive dans des domaines qui sont de plus en plus pointus techniques, comment vous voulez vendre, ça a été un traumatisme, on nous a mis un truc qui nous a complètement brouillé les gars. Moi, je voudrais que tu reviennes quand même sur quelle différence tu fais. Alors, tu dis reconnaissance pour tous au niveau des sages-femmes. Pour l'instant, chez les diades, la reconnaissance, elle n'existe pas. Mais en tout cas, on est tous à la même grille salariale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les gens. Il y a ceux qui sont informatifs. Oui, alors d'accord. Mais ça, c'est pas le grade master qui a fait ce. Non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, c'est la clair là-dessus, parce qu'il peut y avoir une confusion. Voilà. On est bien d'accord qu'à partir du moment où on est en catégorie sédentaire, on a tous la même grille, qu'on ait obtenu son grade master ou qu'on ne l'ait pas. Tout à fait. Mais par contre, ce que je voudrais que tu réexpliques, parce que moi, je n'ai pas trop suivi l'actualité par rapport aux sages-femmes, et tu as l'air de dire qu'elles ont obtenu des choses assez intéressantes. Donc, non, alors elles n'ont pas obtenu des choses intéressantes assez. Elles ont obtenu une grille qui est de niveau master. Elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Les sages-femmes voulaient une reconnaissance de leur profession médicale, et elles estimaient que la reconnaissance médicale ne pouvait passer que par l'attribution d'un statut de praticien hospitalier. Toutes les professions médicales sont dans le praticien hospitalier. Les dentistes, les médecins, les pharmaciens. Les pharmaciens ne sont pas médicaux. Et les sages-femmes, elles ne sont pas dedans. Donc si les sages-femmes ne sont pas dedans et que les pharmaciens sont dans le statut PH, le statut PH n'est pas caractéristique de la profession médicale. Donc c'est qu'il y avait autre chose. Et ce qu'il y avait autre chose, et elles ont droit, il y avait un vrai problème de base. Et le problème des sages-femmes, c'est que les sages-femmes libérales vivent mal. Elles ont de grosses responsabilités, elles travaillent beaucoup, elles ont une cotation extrêmement intéressante, mais des actes longs, donc elles vivent mal. Et le salaire d'une sage-femme libérale est bien inférieur à celui d'une infirmière libérale. Donc elles se sont battues pour ça. Et une des solutions qui est apparue à un des organismes, parce qu'il y a deux syndicats pro, il y a la CAM, mais il y en a deux. L'un était pour le pro-PH, l'autre était contre, et les organisations syndicales étaient contre. Celles qui étaient contre se disaient,
on va faire du suivi global et on ira faire les accouchements en Belgique, à la maison, dans la maison de naissance, un petit peu maison de naissance, mais bon, on ira sur les plateaux techniques comment ça s'appelle, des hôpitaux. Et pour que ça soit facile et accessible, et ben, on casse le statut hospitalier, on crée un statut de praticien en vendant à tout le monde, vous avez le PH, que vous aurez la grille PH, tiens, et vous serez tous PH. Mais le statut de PH, c'est pas ça, ça s'appelle pas comme ça, le statut PH. Le statut, c'est le statut de médecin des hôpitaux. C'est pas pour rien qu'elles ont été appelées sages-femmes des hôpitaux dans le nouveau statut. Et dans ce statut des médecins d'hôpitaux, il y a les PH, il y a les attachés, il y a les contractuels, il y a les assistants, et c'est ce qu'elle disait, des postes d'attachés. Libéral, attaché, je fais ma clientèle, et en tant qu'attaché, je vais faire mes attouchements sur un plateau technique d'hôpital. On passe au deuxième. On va faire un souci. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est déjà IAD et qu'on ne peut pas aller faire une VAE pour être IAD. non, oui, on est déjà diplômé d'État. Ce qui permet d'exercer en tant que diplômé, en tant que l'IAD, c'est le diplôme d'État. Donc on ne va pas avoir de diplôme d'État, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc ça, tu ne peux pas. Par contre, tu peux très bien faire la VAE pour avoir un master qui cible la sphère de compétences des IAD, si tu veux un diplôme niveau master. Ce qu'il faut, enfin, moi je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi est-ce qu'on veut un master? Parce que quel est l'intérêt d'avoir, voilà, notre profession elle est de fait reconnue au grade master. Quel va être l'intérêt d'avoir un master? C'est parce que tu as envie de poursuivre dans un doctorat. D'accord? Donc là, tu vas voir l'université de Besançon et tu vas leur dire, voilà, moi je suis IAD, donc mes anciens diplômes, etc. Ils vont dire, oui, la profession IAD, elle est de toute façon reconnue au grade master. Donc de fait, moi je pense que la plupart des universités vont te reconnaître un grade master. Simplement, derrière, c'est quoi que tu veux faire comme doctorat? On va te dire, il faut que vous fassiez tant de CTS dans tel domaine, etc. Mais pour n'importe qui, moi j'ai un master en sciences de l'éducation, si je veux aller faire un doctorat ou je sais pas quoi, on va me dire, si je veux faire par exemple de la recherche ou je sais pas quoi, on va me dire, vos yeux de recherche, là, votre master, il n'est pas terrible, vous allez faire une recherche pour pouvoir prétendre poursuivre en doctorat. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on arrête de se... Voilà. Le grade master, de fait, les IAD sont connus. Voilà. Après, si tu veux le diplôme, c'est juste parce que tu veux poursuivre dans un cursus universitaire. Lui, on va trouver pour reprendre les études. C'est l'idée des IAD qui n'ont pas le bac. C'est pas pour ça qu'on revendique le bac pour tous. Peut-être pas bien. Moi, j'ai pas le bac. Petite question, je vais quand même un petit bémol, parce que justement, moi j'ai un peu provocateur, je me suis rendu c'était la fac de médecine, et sur la structure universitaire, je leur ai posé la question. Et c'était au sortir de 2010, on nous a dit qu'effectivement, à l'époque, pour le stock, je dis bien à l'époque, pour le stock, si on voulait l'obtenir, la DGOS avait sorti une circulaire indiquant qu'il fallait se rapprocher de l'université de tutelle pour obtenir les conditions d'obtention du niveau universitaire master. Donc on m'a posé la question, quelles étaient ces conditions? Il dit, mais donc si je veux poursuivre les études et que je me flotte à l'université de sciences ou de lettres en leur disant, je ne sais pas dans quelles conditions, mais on m'a dit que j'étais sûr de moi, j'ai un niveau de master, il se passe quoi? Parce que on a cité Besançon, tu as cité Lille, qui sont plutôt ouverts, qui sont prêts à offrir des reconnaissance parce qu'il y a un état de fait. Mais si l'université, parce qu'elle a une part d'autonomie, est contre, il se passe quoi? Ils sont souverains. Oui, c'est ça. Oui, mais en même temps, pour aller frapper à la porte d'une autre université, moi quand j'ai fait mon master, j'ai été de fait reconnu à un niveau master 1, alors que j'avais un diplôme d'infirmier qui n'était pas reconnu licence, que j'avais fait une école de cadre qui n'a aucune reconnaissance, et de fait, on m'a reconnu à un niveau de master 1, et j'ai fait qu'une année, donc on m'a reconnu 30 CTS de fait, et enfin 60 plutôt, et j'en ai fait que 60 autres dans mon master 2. Donc voilà, je pense que la plupart des universités sont quand même pas complètement stupides, puis en plus quand tu veux repartir sur ce genre de choses, c'est aussi des sous, donc ils vont pas te mettre dehors sous prétexte que t'as pas un vrai diplôme. Mais tu soulèves un truc qui a été la perversité de la DGOS et du ministère de la Santé. C'est-à-dire que quand on s'est pointé, si tu veux, à chaque fois, on a dit on veut le master. On veut un niveau master. Pourquoi vous voulez un niveau master? Bon, on pensait un peu au sous, mais on pensait aussi à la reconnaissance.
C'est pas normal que les petits jeunes aient la licence en sortant, en plus avec une grille qui était très fortement valorisée, et ceux qui n'allaient pas prendre allaient payer moins alors qu'ils faisaient bac plus 5, plus 2, 3. C'est pas possible. Donc là, à chaque fois, il y a eu toute une danse du ventre du ministère de la Santé. Non, vous venez bien, mais vous allez vous faire massacrer par le ministère de l'enseignement sup. Ça va être une boucherie, un carnage, à qui là? Et du coup, on va se faire massacrer. Et on s'est rendu compte que finalement, ils n'étaient pas spécialement sympas au ministère de la Santé, et que vraiment, afin de nous dire que, est-ce que c'était vrai? On a tapé un peu du poing sur la table, et on est allé au MESR. Et là, on s'est et là, on a vu des gens, et les gens ont dit « Waouh, vous faites tout ça, autant d'heures, autant de machin !» Alors, il y a un problème de gouvernance, l'anglais, l'informatique, notre état du coup, il dit « Ouais, enfin, t'as vu les diplômes, même certains diplômes médicaux, ils ne sont pas formatés. » C'est vrai, c'est pas faux. Par contre, la recherche, ben voilà, on a quand même, c'est pour ça que j'insiste lourdement, on a adapté au format. Il y a des choses qu'on avait fait, hein. Faut pas oublier. J'adore nos petits jeunes, ils ont un parcours qui est remarquable, qui est passé génialement bien, d'ailleurs beaucoup grâce aux enseignants quand même, il faut le dire, grâce aussi aux gens dans les services qui n'ont pas fait la tête et qui ont compris que la profession était une et indivisible, mais aussi parce qu'on avait un sacré niveau, mais monocentré, etc., etc., je ne fais pas la diapo. Mais c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête, hein. On ne fait que demander, par rapport à certaines professions qui viennent à peine d'avoir un master et qui le réclament, ou d'autres qui l'ont eu il y a 10 ans et qui réclament en disant comme si, nous, ça fait 40 ans, mais pas plus ça. Plus de 40 ans, plus de 40 ans. Donc il faut quand même... il est temps, quoi, il est temps. Excuse-moi, juste une petite question. Le 21 mai, au ministère, vous êtes allé en demandant, voilà, profession grade master, égale grille indiciaire niveau master. Ah oui. Ils répondent quoi? Alors, on avait eu, il renvoie des grilles hypothétiques. Alors, il peut répondre à un truc qui nous a beaucoup plu. Alors là, c'est vraiment, se met les mains sur la tête, c'est très très compliqué, que ça dépend pas du ministère de la Santé. Elle nous a renvoyé vers le ministère de la fonction publique, et qu'on était encarté dans un espèce de millefeuille de grille, et que c'était complètement impossible à bouger. À nous bouger, nous, sans bouger tout le millefeuille. Voilà, le millefeuille, c'est la filière infirmière. Voilà, donc l'une des possibilités, c'est évidemment, si on ne veut pas bouger sans faire bouger le millefeuille, c'est de sortir la feuille qui vous correspond du millefeuille. Alors ça, c'est le premier enfumage. Deuxième enfumage, c'est les PCR, c'est non... Voilà. Les PCR, c'est des grilles... si vous voulez, toutes les fonctions publiques, grâce à le grand CHU, vont être remises sur la table. Vous en fumez, vous n'aurez pas. Et donc, on va tout remettre, tout ça. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on discute avec vous? Puisque, d'ailleurs, on a refusé aux orthophonistes de discuter, puisque c'est prévu. C'est prévu quand, madame? Ça commence par les catégories C en 2017. Et nous, en 2022. Donc c'est bien, ils ne seront plus au pouvoir, quoi. Ils seront plus au pouvoir, ils seront gavés de leur PFR d'ici là, ils seront plus au pouvoir et tranquilles. C'est l'enfumage pur et simple, quoi. C'est de l'enfumage pur et simple. Aujourd'hui, ça reste une revendication forte. Hein. Surtout que n'oubliez pas un truc, qui est-ce qu'on a fait sauter malgré les PCR, qui est-ce qui vient de se prendre, qui est passé d'une grille qui était grosso modo la grille des IAD à celle des ingénieurs-chefs? C'est les sages-femmes. Et elle, alors là, elle a eu ce mot extraordinaire, elle a dit, ah oui, elles sont médicales. Ça change quoi? Elles sont médicales, c'est pas le, pardon, c'est pas le même statut, mais elles sont fonctionnaires, elles sont restées dans la fonction publique. Je complète au fur et à mesure. Alors le point sur notre statut actuel, nous sommes une des 3 professions, on va aller vite, parce que ça, je suis un peu de provocation. Nous sommes l'une des 3 professions d'anesthésie. Les MAR, les IAD et les sages-femmes anesthésistes. Ici. Sage-femme anesthésiste, Code de la santé publique, le titre, 2014, car c'est un statut nouveau des sages-femmes hospitalières, dites sages-femmes des hôpitaux. Pourquoi? Parce que elles sont des hôpitaux, c'est pas pariage. Et là, il y a un petit article que vous verrez sur les sages-femmes anesthésistes. C'est un des derniers articles concernant les sages-femmes dans le Code de travail. Alors, nous sommes une profession paramédicale. Un métier provoque. Un métier ou une profession? Et mon instance, la sémantique, c'est pas rien. Hein. Nous avons tendance, je pense, de manière commune, à penser que nous sommes une profession. Alors je vous invite, dans les questions après, ou à voir tout ce que ça signifie derrière.
Alors nous sommes une profession paramédicale de la filière infirmière. Nous sommes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, inscrites dans le livre 3 du Code de la santé publique. Nous avons en plus, pour pouvoir exercer un diplôme d'état de spécialisation, au début c'est un certificat, rappelez-vous. On se dit, ça aussi c'est peut-être un truc qu'on sait un peu pour rien, hein. Les avocats, un certificat d'aptitude, ils n'ont pas de grand problème de reconnaissance. Hein. Mais bon, une exclusivité de titre et de fonction, une mission pour l'anesthésie, et pas la liste d'actes, et une priorisation pour la composition des équipages mûrs versus les IDE. Sachant qu'une priorisation, on est en train de se faire enfumer, mais on l'accepte joyeusement. Priorité est gentille, c'est facultatif. Alors je vous invite tous, on va sortir, on va se trouver une belle route nationale, avec une priorité à droite, on va tous s'engager, et on va faire priorité ne vaut pas... Et bien vous allez voir, ce gars il va pas vous dire prioritaire c'est obligatoire. Mais malgré tout, on a commencé à se faire enfumer, priorité c'est devenu facultatif, etc. Attendez, les choses étaient claires, hein. Priorité c'était une obligation. Voilà, on a perdu un petit peu ça. Certains se battent pour avoir des quotas, pour remplacer ça. Et les quotas, c'est très dangereux. Parce que les quotas, nous, on est très naïfs, on est des gentils, hein, on est un petit peu le petit chat, et on s'imagine que les quotas, c'est un plancher. Mais immédiatement, vos directeurs disent c'est un plafond. Et, oui. Et donc, les endroits qui sont au-dessus du plancher, on les passe immédiatement en dessous. Donc, c'est prodigieusement dangereux. Et vous le faites sur quoi le quota? Le nombre de sorties, le nombre de rayades, la population, la couleur des voitures. C'est compliqué à mourir. Donc il faut peut-être trouver autre chose qu'un truc contraignant. Peut-être qu'une valeur ajoutée, ce serait bien pour se battre. Surtout que nos quotas, ils sont où? Ils sont sur les SMUR. Est-ce qu'il y a des quotas? Est-ce qu'il y a une priorisation sur les SSM, sur les sapeurs-pompiers, services pompiers? Peut-être que ça marche pas fort ici. Mais il y a des régions, alors dans le Gard, dans le Pas-de-Calais, c'est deux services où on a pratiquement autant de véhicules, de VLM, de véhicules légers médicalisés ou infirmiers que de SMUR. Alors, les blancs, ça va pas. Qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer les blancs, on va mettre des rouges. Si c'est ça. Donc il va falloir se battre pour non pas avoir seulement une priorisation sur les équipages SMUR, mais avoir quelque chose qui nous sécurise de manière peut-être plus efficace parce qu'on s'est fait un petit peu enfumer, et sur l'ensemble. Alors vous allez dire, ouais, moi je suis dans les SMUR, c'est bien. Toute attaque à un endroit fragilise le pan de l'autre. Ça c'est très clair. Ne nous l'aurons pas. Alors, tout ça, on y est. Sauf que maintenant dans la FPH, nous ne faisons plus partie du corps, nous faisons maintenant partie, du corps des infirmiers spécialisés. Le corps des IAD est mort. C'est un corps en voie d'extinction. Il n'y a que les gens qui sont restés en catégorie active. Donc nous faisons partie du corps des infirmiers spécialisés. Nous ne faisons plus partie du corps des IAD. Et ça, probablement, un sens. Tout ça. Là, je crois que c'est sur la fiche de taille, c'est plus marqué infirmier civil, c'est marqué infirmier spécialisé. On va voir quelles peuvent être les raisons de ce petit glissement sémantique encore. Vous voyez, c'est comme tu disais, efficacité, efficience. Hein. On comprend le sens des mots, hein, et ça, il rentre dedans. Hein. Alors aujourd'hui, le système il est toujours binaire. On va passer médicaux, livre 1, médecin d'intervention, les auxiliaires médicaux, paramédicaux, livre 3. Titre premier, les infirmiers. Titre 2, les kinés. Après, il y en a plein, je crois qu'il y en a 7 si je ne me trompe pas. Et voilà. L'organisation actuelle est rapportée à la réforme LMD. Alors au début, c'était quand même assez simple, il y avait les médicaux et les auxiliaires médicaux, plus tout le reste, je ne comptais pas trop. Donc c'était soit doctorat, soit licence. Sauf qu'il y a des gens qui sont battus et qui ont posé des problèmes, vous ne savez plus les mettre. Alors il y avait bien évidemment les plus anciens de la profession, avec Bac plus 5, les IAL. Après c'était les sages-femmes. Peut-être d'autres, puis il y avait des tout récents, les orthophonistes. Où on les met ceux-là? Eh ouais, c'est pas facile. Est-ce qu'on considère qu'ils sont là? Puisque c'est bien rangé par le niveau. Quid? D'autant qu'on l'a vu, il y a des projets qui sont en marche. Création de paramédicaux de pratique avancée, c'est l'article 30 de la future loi dite modernisation de la santé, c'est ça, je crois? Des choses régulièrement. La première filière qui va être concernée par ces paramédicaux de pratique avancée, c'est celle du titre 1. C'est qui le titre 1? C'est les infirmiers.
avec la création d'infirmiers de pratique avancée qui représenteraient, nous dit-on, puisqu'on ne sait pas, puisque ça va être là c'est la coquille, donc ce qui va remplir c'est les décrets, on dit que dans le décret, bon, en gros on dit 1% de la population, tiens mais hier ça fait 0,6. Ce sont les suites des débats nombreux, des rapports nombreux, alors il y a eu, je ne sais jamais si on dit Berlin ou Berlin. Il y a Berlin 1, Berlin 2, donc c'était 2000 et quelques, retour, c'est pas ma guerre. Il y avait aussi les plans cancer qui ont été très importants, les différents plans cancer dont vous parlez, d'infirmières cliniciennes. Bref, ils ont patogé sévère dans la SMO, mais on sait qu'on voulait faire des infirmières de pratique avancée. Alors on ne savait pas si c'était des praticiennes, si c'était des cliniciennes, etc. Alors pour quelle motivation? Vous les connaissez les motivations, hein? Pénurie de temps médical, coût du système, explosion de la demande, vieillissement de la population, temps médical à préserver, j'en passe et des meilleurs. Vous allez me dire, mais les médecins ne vont jamais être ici, les médecins voudront bien sûr qu'ils ne voudront pas tous. Pas le marbre privé, bien évidemment. Par contre, certains qui ont des actes qui sont pour eux contraignants, il n'y a pas de mépris, hein, ce que je dis, c'est tout à fait entendable de leur part. Ils peuvent se dire, après tout, pourquoi pas déléguer à une infirmière quelque chose qui, pour moi, je ne fais pas forcément bien, elle le fera mieux, et puis voilà, donc ils sont d'accord pour ça. Les cancéros, certains diabétos, les parcours complexes, ils sont d'accord. Alors, conditions envisagées, je dis envisagées, puisqu'on verra bien, ça doit passer par la DGOS, l'Académie de médecine, ça passera après au Conseil d'État, j'en passe des meilleurs, je ne sais même pas dans quel ordre. Si, bon, c'est pas classe. Alors, il faudra un master, un diplôme de master. Pourquoi pas parce que c'est un diplôme de master? Parce que tout simplement, on ne va pas créer des écoles, on va utiliser des filières qui vont être dans les facs. Pour l'instant, on sait que ce sera probablement les trois. Alors, il y a Aix, il y a l'école de la santé, il y a Saint-Germain-en-Laye. C'est des masters, tu me dis si je dis des bêtises, hein. C'est des masters soit de recherche infirmière, etc., etc. Ils vont être adaptés, Pourquoi? Puisqu'on a compris qu'il y aurait de la surveillance, des prescriptions de certains médicaments, etc., de la surveillance de bilan, etc., etc. Donc il va quand même falloir mettre un petit peu de clinique, donc ils vont être adaptés. Il faudra 5 ans de pratique dans le métier socle. Ça fait bizarre. Donc c'est quand même vachement utile d'avoir une pratique. C'est l'aguerrissement des militaires dont je parlais, nos fameux de 3 ans, ils sont bien comptabilisés, c'est bien quelque chose. Donc revendiquons-le. Prérogatives, reconnaissance qui seront données, des pratiques avancées dites autonomes. Alors pourquoi je vous ai embêté avec les précisions? Autonome ne veut pas dire indépendance. Donc c'est pas tout à fait du médical à compétence définie. Et ça ne veut pas dire non plus protocole. Les PISU des pompiers, les protocoles qu'on nous fait, les protocoles de coopération style article 51 de la loi HPST, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. D'accord? Ils auront ces petits vélards un corps spécifique. Donc nous, on nous a remis dans le corps des infirmiers spécialisés, eux, on va faire le corps des infirmiers de pratique avancée. Et ils auront une grille calquée sur celle des cadres de santé. Alors, on ne sait pas si ces cadres de santé, dans tout développement, les cadres sup. Mais c'est ce qui se dit. Ça, c'est la négociation. Si on tape du poing sur la table, on essaiera d'avoir cadre sup, sinon ça sera cadre de santé. Certains, dont le collège infirmier, tout nouveau collège infirmier français, et l'ordre national des infirmières, alors eux, ils sont extraordinaires, ils nous disent il faut un statut pour les infirmiers de pratique avancée, il faut les sortir du livre 3. Ouais, c'est leur infirmière ou c'est leur livre? Moi je comprends pas, alors là je suis paumé, quoi. Déjà c'est compliqué entre les cliniciens, les machins, et l'ordre ils viennent en rajouter un truc là-dessus, on ne comprend pas. Donc ceux qui ont, hormis ma petite pique, je vous ai dit que je vais faire la petite pique sur le RNI, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'a pas tiré les premiers. On ne doit rien s'interdire dans ce qu'on veut, notre définition de la profession IAD, parce que, voilà, il y en a qui vous disent corps particulier, grille particulière, et là les poètes, on les sort du titre 3, on va créer un titre 1 pour rien que. Bon, attendez, quoi, c'est gentil, ça n'existe pas, nous, ça fait 60 ans qu'on existe, quoi. 60 ans, comme le disait Carole, qu'il y a des endroits où il n'y avait pas de médecin anesthésiste, faut quand même le dire, quoi. Et ça tournait.
Donc, si on n'est pas en pratique avancée, si on nous les chipote, on est... Parce que le médecin doit maintenant intervenir à tout moment. Ben oui, on n'a jamais demandé d'être indépendant. C'est de l'autonomie. Ce qui fait qu'il y a une immédiateté, tout, de toute façon, les médicaux de compétences définies, la sage-femme qui est en train de faire un accouchement où ça part du sexe, ben, elle doit référer immédiatement. On ne discute pas son statut médical. Le dentiste qui est confronté à un arrêt cardiaque, il appelle le SAMU tout de suite. Et on ne discute pas son statut médical. C'est complètement aberrant de se laisser enfumer. Et on ne se laisse pas enfumer là-dessus. Alors, pour l'instant, dans le livre 3, il y a un amendement qui est sorti là. Donc, ça concerne tous les auxiliaires médicaux, en fait, les pratiques avancées. Donc, il y aura un titre préliminaire, parce que le titre 1, c'est les infirmiers, etc. Et il est préconisé de faire un titre préliminaire dédié aux auxiliaires médicaux de pratiques avancées. Donc, ils sont tous les auxiliaires médicaux, donc les paramédicaux, cités dans le livre 3, du 1 au 7, et ça s'arrête au 7 parce que le 8 c'est les aides-soignants et les auxiliaires de puéricultrice. Voilà. Mais il y aura quand même un titre préliminaire particulier à ces pratiques avancées. J'ai rien compris. C'est qu'en fait, ce qu'a demandé l'ONI et le CIF n'est pas accepté parce que c'était complètement délirant. On aurait fait un Xème un Xème livre, pardon, c'était pas possible. Ils sont dans le livre 3 avec un titre particulier. Mais à part. Ils ne seront pas dans la filière infirmière. Voilà. Ils ne seront pas dans la filière infirmière. C'est-à-dire que nous, les gars, attendez, vous êtes corpo, perso, attendez, là on est en train de dérouler le tapis à des gens qui n'existent même pas, qui vont sortir du titre des infirmiers. Ce qui existe, et ce qui existe, on n'en s'occupe pas. Moi, je n'ai peut-être pas tout compris, mais C'est pas qu'il y a tout complexe. ce qui est écrit là, c'est ce que nous on est. C'est-à-dire On a un master, on a les 5 ans de pratique avec un Oui. socle infirmier. Voilà. On est là, oui. Mais c'est pas par hasard, et on verra après, c'est pas par hasard qu'on est calqué sur les advanced nurses. On verra après. Oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. Et c'est pour ça que le ministère sait très bien qu'on a raison. C'est juste, enfin, pour moi, à mon point de vue de pratique, c'est juste une question entre guillemets administrative de glissement de. Non, c'est une question de lobby et de coût et de peur de la contagion. Ils ont eu le trouble, Mme Sacrati Lenoir l'a dit, la DRH du système de santé, alors ils ont des noms toujours qui prêtent la confusion, on va faire croire que Mme Sacrati c'est la DRH du système de santé. Et elle a dit, on a mis la charrue avant les bœufs, en accordant le master à certains parmi eux. Voilà, c'est tout. Donc ce qui les embête, c'est qu'on contrarie leurs plans, les plans les arrivent. Ça va être plus clair. Et c'est là que tu me... Nous, fait l'organisation de santé envisagée par Vista, c'est-à-dire très mal présentée, merci. Alors, dès les médicaux, ça c'est ce qu'ils voulaient. Dès les médicaux, très bien, ça on a été au clair. Ah, les sachants, on les fout. M, c'est ce qu'on appelait les professions intermédiaires. Vous vous souvenez, il y avait des jeunes étudiants sages-femmes, on n'est pas intermédiaires. Alors, quid dans ces cas-là des IAD et des orthophonistes? Mais qu'on veut placer là. Parce que dans l'esprit du ministère, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est donc dès les médicaux, profession intermédiaire, vous avez les IPA et les cadres, et je pense qu'il faudrait un petit peu mettre les sachants. Et pour le L, licence ou partout ailleurs, bachelor, métier du socle. Nous serions le métier socle. C'est-à-dire, c'était ça, L plus ECTS. Les fameux European Commune Transfer System. Comme idée, les infirmiers généraux, eux, qui sont L ou B, si on est partout ailleurs dans le monde. Alors, vous avez bien compris que ces méchants sages-femmes et ces méchants diades, ils ont un petit peu foutu le bordel dans ce système-là. C'était bien vendu, c'était bien ficelé. 2010, pourquoi ils nous versent encore? Pourquoi en 2014, ils ne veulent pas nous l'accorder, le master, finalement? Parce que voilà, il faut nous mettre là, tout simplement. Parce qu'on est dans la bulle des infirmières spécialisées, ça leur arrangerait bien qu'on y reste. Et voilà. Tout ça a fait dire, je radote, à Mme Michel Lenoir-Salfati que l'on avait mis la charrue avant les bœufs en accordant le master à certains paramédicaux. Et si
l'article. Nos projets à nous sont, alors je mets été entre parenthèses parce que si on vous convoque, si on a envie de discuter avec vous, si on fait de la route, c'est dur faire la route, surtout toi, hein. Si on fait tout ça, c'est parce qu'on n'a pas envie d'un petit accident qui s'est produit un certain temps, de décisions qui sont prises à l'arrache par une petite poignée de gens pour l'ensemble. Nous, on veut que les choses soient informées et qu'on discute de ce qu'on fera ensemble de la profession. Il n'y a pas la tête que ça se fasse dans une espèce de concertation générale et que c'est pas une petite poignée d'individus, même deux individus, deux tranchées. C'est clair. C'est pas à nous de dire on va faire ça parce que ça c'est bien. On va dire, en fait, on fait un état des lieux. Et on va voir ce qui est possible d'envisager, ce qui est possible de faire, et décider ensemble où on veut aller. Alors, délais médicaux. M, master, profession niveau intermédiaire. Nous, on est des jeunes gars, on n'est pas le petit chat, donc les intermédiaires ne sont pas particulièrement humiliés. Donc on veut bien. Alors on a mis les IAD, la petite olive claire, et puis on a mis une petite croûte à l'extérieur parce qu'on pense quand même à nos cadres. On aimerait bien quand même que nous, la fonction managériale, on comprend bien, mais quelque part, cadre IAC, c'est quand même dans notre esprit, nos chefs, donc des super IAC quelque part, c'est pas des super managers, ou des super manip radio. Ouais, il faudrait qu'ils deviennent cadre d'anesthésie. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il y a peut-être des cadres qui veulent pouvoir repartir et tout ça, et ça, il faut en discuter tous ensemble. Mais on a envie, en tout cas, qu'un IAD soit obligatoirement géré par un IAD. Par la logique, hein. Par la forme. Donc à côté, on n'est pas contre les IPA. Alors, vous savez, il y a un débat dans les syndicats généralistes. Non, pas la loi santé, bien évidemment, on ne veut pas la loi santé. Et les IPA, la position de la CGT, pour moi, elle est très claire, c'est qu'on dit que si c'est pratiqué avec un enseignement, que c'est dans les clous reconnus et que c'est rémunéré, on n'a pas de raison de s'y opposer. Donc on n'est pas pour la loi santé, mais on ne s'oppose pas aux IPA. Et les IPA les mieux, c'est nous quand même. Donc reconnaissons-nous quand même. Et puis les cadres, qui à terme, de toute façon, les cadres, ça va être master, c'est tout. C'est des masters et c'est comme ça, ça va arriver de toute façon. Et puis, on n'a rien contre la licence ou le bachelor, profession dite socle. Nous, on y voit, bien sûr, des infirmiers spécialisés, L plus CTS, alors vous allez être sympa, mais, et les IBOD. Le problème surtout des IBOD, c'est que pour l'instant, que ça soit juste ou pas juste, alors l'ONI veut absolument, c'est normal, hein, quand on regarde les cursus des gens qui ont été à la tête de l'ONI, on comprend. Mais l'ONI veut, et c'est probablement assez juste, hein, d'ailleurs, qu'on demande le master pour les SPOD, mais pour l'instant on n'en pas, donc pas de pratique avancée. Partout dans le monde, les pratiques avancées, c'est un master. Hein. Mais ils ont des pratiques avancées, parce qu'ils viennent d'avoir un dossier. Non, ils ont un. Non, c'est des pratiques avancées, c'est pas des pratiques. Ils n'ont pas des pratiques autonomes. Hein. C'est une liste là qui est sous contrôle et en présence d'un médecin. Enfin, en tout cas, eux, ils les appellent pratiques avancées. Oui, oui. C'est des pratiques de pointe, mais c'est pas des pratiques avancées. La sémantique est importante. Hein. Mais oui, effectivement, ils ont. Mais oui. Le cas actuellement, les faire, c'est un an et le niveau de ces 18 ans, et c'est pas encore demain, malheureusement pour eux, mais bon, nous, on va pas s'occuper des autres non plus, on a assez à faire avec eux, c'est pas demain qu'ils vont passer à 2 ans. Donc ça passe 5. Donc pour l'instant, nous, on y est depuis Belgrade, hein, comme on a vu, 43 je crois. Voilà. Et en plus, on est master, donc il n'y a pas de raison qu'on reste enfermé dans cette bulle. Faut qu'on soit reconnu pour ce qu'on est, simplement. Voilà, c'est une juste reconnaissance de la réalité. Voilà. Et vous avez reconnu toute l'hypocrisie, vous avez entendu le débat sur aussi insuffle, les infirmiers urgentistes, on a des pratiques avancées. Non, ils ont peut-être des pratiques de pointe, mais ils n'ont pas des pratiques avancées. Des pratiques avancées, c'est une définition très claire, qui existe, on va le voir ici depuis 60 ans, hein, ça existe, les advanced nurses, c'est pas des pratiques de pointe. Elles sont en autonomie. C'est quoi la différence alors entre les deux? Entre pratique de pointe et pratique avancée. La pratique de pointe, c'est vachement belle ce que j'ai fait. Tu n'as pas changé de statut. Pratique avancée, je le fais de mon propre chef, mais en lien avec un médecin dans un réseau. Médecin, sage-femme, dentiste, dans sa spécialité, je rencontre la personne, sauf à mon ordre. Pratique de pointe, ça tient plus des habitudes de pratique. Cette chose pointue, c'est balèze.
Il faut s'appuyer sur un protocole dans le couvert. Voilà. C'est plus de l'émotionnel, pratique de points, c'est vachement valide. C'est l'infirmier dit urgentiste, c'est vachement la mode, puis c'est surtout des médecins urgentistes qui pour l'instant n'ont pas un diplôme complet de 5 ans, donc qui sont en quête de reconnaissance, ils ont envie d'avoir des infirmiers urgentistes, ça serait le top du top. Donc évidemment les autres derrière ils suivent, c'est normal, et ils font des trucs bien, c'est un peu chaud par rapport, sauf que quand même l'infirmière en pneumo avec 40 patients borderline sans scope, c'est vachement balèze aussi, mais il n'y a pas de gyrophare. Alors, d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qu'on est en train de reproduire de cette manière? Tout simplement le système qui a été créé il y a 60 ans aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle le système des Advanced Nurses. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce schéma anglo-saxon? Parce que j'aurais inventé nos grands gars de la tutelle de la US & Co. Eh ben, on a créé d'abord les Advanced Nurse Practitioners. Il y a les Advanced Clinical Nurse et il y a les Certified Registered Nurse Anesthetist. Les tiers américains, vieille profession, plus vieille que nous, 150 ans. Il y a 60 ans, on crée les pratiques avancées des Advanced Nurse aux États-Unis. Qui ont les premiers dedans? Les CRNA. Et on crée à côté un diplôme de clinical nurse, c'est-à-dire des nurses de pratique avancée spécialisées, par exemple cancéro, c'est ce que vous voulez faire les cliniciennes. Et on a des practitioners qui sont plutôt des nurses un peu médecins généralistes, infirmières généralistes, proches de la famille, santé publique, etc. Vachement utiles, il n'y a pas du tout de... Et qui sont un peu les généralistes. Alors comment on s'en sort avec des infirmières de pratique avancée? Où est-ce qu'on la met? Ils sont paumés. Ils sont complètement paumés. On ne va pas faire des infirmières anesthésistes. Les médecins anesthésistes, ils vont peut-être d'accord, surtout ceux du privé. Surtout, je vous rappelle un truc quand même. L'anesthésie, c'est pas une thérapeutique, c'est une technique. Et on ne travaille pas non plus que sur les malades. On travaille aussi sur des gens importants, sur des diagnostics. Vous comprenez la crainte qu'ils ont, les marques? Les sages-femmes travaillent dans quoi? Dans la physio. Donc ils ont cette crainte-là. Et ils ont la crainte parce qu'ils sont tous aussi idiots, nos médecins, ils connaissent très bien les CRNA, surtout les libéraux. Les advanced nurses, c'était ce qu'on pensait être, les infirmières cliniciennes de cancéro. Ben oui, mais si on commence à créer des infirmières cliniciennes de spécialité, ils vont demander. Ben oui. Donc on ne va pas faire des cliniciennes. Et en plus, les cliniciennes, les médecins, ils n'ont pas aimé. On va faire des infirmières praticiennes. Vous vous souvenez que ça a été évoqué, les infirmières praticiennes. Et pourquoi ça n'a pas été fait, les infirmières praticiennes? Parce qu'on a refusé le statut de praticienne aux sages-femmes. Vous imaginez, si on appelle les infirmières praticiennes, c'est la guerre. Donc on est sorti sur un espèce de truc complètement bidon, de briques de broc très français, quoi, où on a un truc qu'on peut pomper, mais à la sauce française. Donc vous allez avoir des infirmières de pratique avancée qui vont être des généralistes dans la spécialité. Extraordinaire. 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 En premier, c'est pour les gens du ministère. C'est surtout, il faut qu'ils sortent les rames quand même pour nous le vendre. Il faut quand même sortir les rames. Ça n'est pas des spécialités. Ben oui, mais ça va être diabéto, parcours complexe, question encore gériatrie et cancéro. C'est des spécialités. Oui, mais elles vont passer d'un à l'autre. Donc c'est des généralistes. C'est pas très libre 2 minutes. C'est une compilation de lobby. On a compris ce qu'il faut faire. Et je crois qu'on l'a un petit peu dit au ministère. Parce que quand on a dit, mais comment ça se fait que elles ont obtenu certaines, vous nous dites les PCR, machin, truc bidule, mais il y en a qui ont obtenu. Ben oui, mais ça ne concernait qu'elles, et elles ont été brillantes, elles ont été dans la rue. Merci madame, je te dis. Merci madame, c'était le mode d'emploi complet. Voilà. Alors tout ça impose un strict minimum que nous obtenions pour arriver, pour pas nous retrouver là, parce que c'est là où ils veulent nous mettre, hein. C'est là, très clairement. Hein. Mais il y aura ça qui existera. Ça existera, ça c'est clair. C'est pas la peine de croire que ça n'existera pas, ça existera, c'est dans la loi santé. Il n'y a pas de niveau plus élevé que... Donc ça existera. Donc soit la petite olive verte, vous la fondez dans le bleu, c'est ce qui se passe, hein, les infirmiers spécialisés, soit ça existe. Et pour que ça existe à ce niveau-là de profession intermédiaire,
Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Tu parlais de reprise pour avoir un doctorat ou d'autres masters spécialisés. Je sais pas, moi je suis très anti-nucléaire, j'ai envie de travailler par exemple dans la radioprotection, aller aider les copains de la CRIA, tout ça. Enfin, il y a des super masters de radioprotection qui existent. Si je suis là, c'est galère. Si je suis là, ça se fait tout seul. Voilà, par exemple. Eh bien, il nous faut au minimum la reconnaissance de pratiques avancées. Alors, on va être un peu sympa, on s'arc-botte là-dessus, ou d'un statut équivalent. On va être très vigilant sur un statut équivalent, faites-nous confiance. Et après tout, il y a 3 statuts chez les Ricains. Comme ils sont super balèzes dans le Thalys, peut-être que ça marchera bien aussi dans le système de santé. Et il faudra surtout, là c'est le strict minimum, la sortie du corps des infirmiers spécialisés pour retrouver au moins dans la fonction publique hospitalière le corps des infirmiers anesthésistes. Voilà, ça fait une c'est pas compliqué, ça. Et ça, pourquoi vous... Mais si, franchement, pourquoi vous... Laissez-nous, on a notre idée derrière. Ne vous inquiétez pas de la pénibilité. Alors, pouvons-nous aller plus loin? Bah oui, il faut écouter l'ONI, ils ont raison, eux ils parlent de changer de titre, donc peut-être que aussi. Alors, c'est pas nous qui avons déjà brisé ce tabou, je vous l'ai déjà dit. Il y a déjà eu les protocoles infirmiers de soins d'urgence. Alors, c'est pas les pompiers qui ont appliqué les premiers, c'est EDF dans les centrales. Parce que dans les centrales, dans les zones oranges, c'est pas les pompiers ni SAMU qui va, c'est les gens d'EDF, donc ils avaient des protocoles particuliers. Donc ils les ont créés, puis après ça a été expliqué sur les pompiers, ça s'étend, ces protocoles. Il y a un article 51 de la loi HPSTT, on a vu ce que ça donnait, on voit ce que c'est que l'article 51, c'est quand même fais un geste, pas que ça dépanne, tu n'auras pas d'argent, la formation c'est un petit peu comme je veux, puis après on attendra, mais tu pourras mettre des souffleurs et tu seras le plus vieux avec un donc voilà, l'article 51, il n'y a rien à dire. Et puis il y a l'article 30, nous on n'est pas concertés, moi je suis là-dessus, il est là de toute façon. Deuxièmement, les IPA, encore une fois, se créeront que nous ne voulions pas. Les 3 plans de cancer validés, Hollande l'a validé, ça se fera que dans la loi santé. Enfin, depuis les grandes avancées obtenues par l'effet détonateur des IAD, dont avons parlé, sur les grands mouvements IDE, et des luttes spécifiques, toute la filière a toujours bénéficié de nos gains. 20 ans de autre problème, 20 ans de loyauté et même parfois de soumission, j'avais mis danse du ventre à bord de Jules bien, mais sur un écran c'est pas beau, aux MAR n'ont amené aucun engagement ou réelle reconnaissance et soutien des MAR à notre profession, voire même le contraire. Je vous rappelle, pardon. Il faut s'éloigner du syndrome de la cornette qui nous colobasse depuis très longtemps. Ça c'est fini, ça peut encore fonctionner pour certains de la filière. Carola, il y a un truc essentiel, elle disait qu'il y avait des... C'était dans la liste d'actes des infirmiers anesthésistes, c'est qu'il y avait des anesthésistes qui travaillaient un peu sur un statut libéral. Vous savez ce qui était fan du femme pour certains gynécos à un moment? C'était d'avoir une sage-femme anesthésiste ou une IAD. Comme ça, ils faisaient ses accouchements, les péris étaient faits, ils les cotaient, et puis le couple vivait grand train. Nous, ça nous a posé plutôt de problèmes à une époque parce qu'il y avait des hôpitaux avec du personnel incertain, on va dire, pas dire difficile à gérer, voire on ne comprenait pas toujours ce qu'ils disaient, suivant les origines, et on s'est retrouvé en difficulté avec des gens qui nous disaient tu dois endormir. Donc le SNIA à l'époque, soutenu je pense par les rouges, mais ça c'était SNIA pur, s'est battu contre les médecins, en particulier contre l'Académie de médecine, pour que le médecin qui nous prouve soit un médecin anesthésiste. L'Académie de médecine refusait au départ en disant que c'était l'omnivalence du diplôme de médecin et qu'un médecin pouvait très bien le prouver. Nous nous sommes battus. Ce faisant, nous nous sommes mis pieds et poings liés aux médecins anesthésistes. Et la reconnaissance aujourd'hui de ça. On ne la voit plus. C'est-à-dire qu'on leur a donné toutes les clés, on leur a donné toutes les preuves de notre bonne volonté, de notre respect et de notre loyauté. Aujourd'hui, moi je ne vois pas le retour, et c'est même plutôt un recul en arrière. Donc il va peut-être falloir aussi qu'on se rende compte, et ça sera difficile, ça sera plus difficile que les sages-femmes. Parce que les sages-femmes, on ne les a pas, nous on les a tout le temps sur le dos les gens. Donc ça va être un peu compliqué, mais à un moment, il va peut-être falloir un tout petit peu leur dire hey, vous faites trois dans les vaches, je pense à pas. Et je voulais juste ajouter que quand même l'universitarisation nous a réenfoncé le clou par rapport à l'emprise médicale sur notre formation. Complètement.
C'était un des risques soulevés là-dessus, par Sud avec beaucoup de justesse, et effectivement là-dessus on n'a pas été top. Et par contre, ils n'avaient pas ça du tout. Le fait que nous, on soit passé Grand Master, il y a beaucoup de médecins qui nous ont vu. Oui, oui, mais ce que je disais justement, enfin ce que je disais à contrario, c'est que les médecins ont pris quand même beaucoup de poids dans notre formation. On a le directeur scientifique historique qui était repassé conseiller scientifique dans l'ancien référentiel est redevenu directeur scientifique. Le poids du mot est quand même assez... Oui, mais même sur le terrain, je veux dire, on l'entend assez souvent, enfin on l'a entendu au moment de la masterisation, ils l'ont assez mal vécu. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Il y avait un temps travers, quoi. Que l'application IAD, le grade... Alors nous avons déjà raté des tournants historiques, je vous ai dit que début des années 90, le statut médical compétence définie était là sur la table pour les IAD, il a été rejeté par une toute petite partie de la profession sans concertation, peu importe, le temps est passé. Je ne suis pas sûr que ce serait la solution, du tout. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit vers quoi on veut aller. Pour ça, ça veut dire un petit peu quand même, c'est notre avenir qui est en jeu. Vous avez vu qu'il y a des choses lourdes. Rappelez-vous, Marisol, ok, ne sera pas comme moi. Non, très sérieusement, il y a vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'on réfléchisse, il faut faire un petit peu cet effort-là et voir vers où on peut aller et ne pas refaire une erreur ou trop abandonner la confiance aux représentants nationaux. Vous avez vu la gueule des représentants? C'est joli. Vous avez expliqué pourquoi il faut pas. Alors, la plateforme revendicative actuelle, Vista, de la CGT et du SNIA. Je suis désolé que je me suis mis devant, ça ne dérange pas? Ah oui, c'est vrai. Récupération d'accords spécifiques, ça c'est le